Bienvenue à toutes et à tous sur l'épisode 64 du Brab Show avec MGT Design et MGT Design Racewear. Vous pouvez voir derrière Mr. Brab qui est avec nous pour la 64e fois les petites tenues MGT Design Racewear. Montre-nous la petite rétro edition Clément là qu'on voit un petit peu comment ça biche. Donc voilà, là vous voyez, il vous montre, c'est la Retro Edition de chez MGT Design Racewear avec évidemment numéro et nom derrière en sublimation, c'est même plus du flocage, les logos des sponsors que vous choisissez et c'est un exemple en fait parce que vous pouvez exactement acheter cette tenue-là si vous le souhaitez, mais vous pouvez également changer les couleurs. Vous voyez là, par exemple, sur une Honda, celle-ci, je me dis, c'est parfait. Mais imagine, tu as une Suzuki, remplace le rouge par du jaune, la tenue, elle reste magnifique et en plus là, c'est accordé à ta moto, c'est sublime. Donc n'hésitez pas à commander vos tenues chez MGT Design Racewear. C'est sur Instagram que ça se passe, @MGTDesign_Racewear. Et puis les décos, vous le savez, hein, c'est fait par les mêmes personnes, c'est le même niveau de qualité et de créativité. C'est MGT Design sur Instagram aussi si vous voulez commander votre déco, @MGTDesign_MX. Et maintenant, c'est parti pour 1 heure et demie, peut-être 2 heures de pompage de Tomac parce qu'il a encore été super. Voilà, il est de retour avec 50% de victoire sur la KTM. La statistique est folle. Et avant tout, quand même, est-ce que tu as vu, Clément, que Hunter, il m'a ruiné parce que j'avais pronostiqué le podium de Seattle. J'avais dit Tomac, Webb, Hunter, en pensant qu'Hunter, il allait rompre sa série de seconde place et qu'il allait finir 3e cette fois. Et genre, s'il n'avait pas catapulté sa moto dans Roxen, en fait, il aurait sûrement doublé Roxen et fini 3e. Là, j'étais en train de me dire, oh là là, au podcast, je vais leur dire, peu importe les conneries qu'on dit plus tard, j'aurai toujours Seattle 2026 pour dire que je sais de quoi je parle, tu vois. Et merci Hunter pour montrer encore une fois que je sais pas de quoi je parle. Ouais, c'est clair. Non, Tomac qui a fait ce qu'il fallait. Il fallait rebondir. Il gagne devant Cooper Webb en plus. Donc, surtout que quand j'ai vu Cooper Webb partir devant, je me suis dit, aïe, là, c'est bon. Je pense qu'effectivement, on dit à chaque fois, faut pas compter, faut pas le mettre de côté, Cooper Webb. Et encore une fois, il a montré qu'il est au rendez-vous, qu'il est présent. Il n'a pas gagné celle-ci, mais deuxième. Donc, c'est costaud. Et Hunter, effectivement, qui a tout whipping là. Je sais pas ce qui s'est passé, trop pressé. Il manque encore un petit peu, je pense, de lucidité pour planifier ses dépassements quand on arrive comme ça en fin de manche, qu'il y a un podium, une victoire peut-être à la clé. Et surtout dommage pour Roxen qui finit, du coup, il a pris un tour par Tomac. À la fin, il franchit la ligne d'arrivée juste derrière Tomac. Je sais pas, il restait 1 minute, je crois, au temps réglementaire, plus un tour. Il restait vraiment pas grand chose en tout cas au moment où ils sont tombés et Ouais. c'est là que tu vois que le kick compliqué, donc vraiment dommage parce qu'il a perdu pas mal de points. Je sais même pas où est-ce qu'il est au championnat et ni combien il a terminé au final, mais c'est vraiment dommage pour les deux, mais surtout pour Roxen, je pense. Ouais, au final, Roxane, il finit 10e. Il aurait fini certainement 4, donc c'est 6 points de moins que ce qu'il aurait dû avoir s'il finissait 4e derrière Hunter. Euh, c'est... Et après, c'est 8 de moins s'il avait fini 3e. Et surtout, du coup, il est à 11 points derrière Hunter, à égalité de points avec Cooper Webb. Au final, ça aurait pu être pire pour Roxane. C'est vrai que quand on voit le temps qui reste par terre et la 10e place sur le tableau des résultats, je me suis dit la même chose que toi. Je me suis dit, oh là là, Roxane, ça va lui mettre un coup dans son championnat fort. Et quand je vois 11 points, je me dis, 11 points, ça va. Après, c'est quand même 10 points derrière Tomac. On sait que, autant tu vois, je me dis, Webb, il doit rattraper 10 points sur Tomac. Je pense qu'il en est capable parce qu'il a déjà fait, il est quand même 3 fois champion SX. Roxen, je ne l'ai jamais vu aller chercher 10 points sur Tomac sur 15. Enfin, non, il en reste quoi? Il en reste 12 sur 12 courses. Évidemment, il va en récupérer à certaines, il va probablement en reperdre à d'autres. Donc, ça reste un gros challenge. C'est vrai qu'il était en bonne position pour le championnat et que le voir là, à la 6e course, perdre du terrain, c'est dommage parce qu'on sait que Roxane, c'est plutôt quelqu'un qui commence fort généralement et qui après a peut-être un peu plus de mal sur la longueur. Parfois, en fin de saison, il a un petit second souffle qui revient, mais c'est vrai que la longue partie du milieu, c'est pas forcément là où il excelle le plus. Donc ouais, il va avoir du boulot maintenant s'il veut rester vraiment un candidat pour ce championnat. Je trouve que justement, on commence un petit peu aussi à sentir la baisse de régime peut-être de Roxane de demi-saison, où physiquement, ça tient pas tout le temps 20 minutes selon les conditions. Tu vois, la semaine dernière à Glendale, aucun souci. En plus, il avait fait un petit gap et puis il était, je pense, plus à l'aise que n'importe qui parce que même en fin de manche, il continuait à agrandir un petit peu son écart. Là, c'est vrai qu'il est resté accroché à Webb et Tomac pendant super longtemps, mais sur les 5 dernières minutes, il a perdu beaucoup de terrain. Ouais, c'est ce que j'allais dire justement, qu'on commençait à voir le Roxen qu'on connaît et qui faiblit un petit peu en fin de manche. C'était déjà le cas, on voyait qu'il était un peu accroché
au guidon, je pense, à la fin de la manche. Et Hunter, effectivement, remontait sur lui à ce moment-là. Et bon, c'était à peu près sûr justement qu'Hunter il allait passer, donc c'est vraiment dommage que ça se soit passé de cette manière-là parce que il pouvait passer sans aller faire un bloc pass, sans aller au contact, ça allait passer de sûr dans les prochaines secondes ou les prochaines minutes, enfin c'était quasiment sûr. Donc c'est vraiment dommage. Et puis ouais, Roxen, on l'a vu, bah, pareil, il gagne sa hit encore. Et Ouais. donc très bon en début de manche, pareil, il les a accrochés comme tu disais, et puis après on l'a vu faiblir un petit peu, et on voyait très bien que quand Hunter revenait sur lui, que c'était compliqué. Hmm. Pareil, le trip sur table, je pense que c'était un peu la clé aussi pour pouvoir vraiment gagner du temps sur les autres, surtout si tu étais capable de le faire à quasiment tous les tours, et je pense que c'est ce que Tomac a fait justement, c'est comme ça aussi qu'il est revenu sur Cooper Webb et qu'il a pu le doubler. Donc on voyait que les gars ne le faisaient plus. Et en plus, je pense que c'est dommage pour eux parce que ça leur évitait justement de prendre cette table. Alors évidemment d'aller haut, etc. Mais surtout cette table où il y avait énormément d'ornières là pour sauter du coup triple, table plus un, que quand tu allais sur la table elle était nickel quoi, elle était propre, il n'y avait pas beaucoup qui sautaient dessus, donc il n'y avait pas beaucoup d'ornières. Donc si vraiment tu arrivais à sauter sur la table, tu t'économisais je pense des bras parce que tu roulais moins crispé en arrivant sur cette table que quand tu faisais que double plus table et table plus un. Et en plus de ça, ça gagnait vraiment beaucoup de temps. Donc c'est dommage, mais, euh, mais en tout cas, ouais, dis-moi. Après, c'est dommage, mais c'est compréhensible qu'elle était difficile. Enfin, on a vu quand même que les mecs Bien avaient du sûr. mal et tout, hein. Les ornières, tout ça. Là, je veux juste clarifier pour ceux qui nous écoutent que t'es pas en train de dire qu'ils auraient dû tous le faire et que c'était facile et que c'est pas normal qu'ils l'aient pas fait. Non, 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 évidemment, c'était dommage justement de pas réussir à le faire. Enfin, on voyait qu'un Tomac qui a réussi et qui avait cette capacité en plus Mhm. sur cette course-là, on a vu que ça l'a beaucoup aidé et même sur les 250, on voyait vraiment qu'à chaque fois que tu faisais le trip sur table, c'était pas un grand enchaînement du coup, hein, c'était vraiment une toute petite portion, mais il y avait du temps à faire à cet endroit-là, quoi. Ouais, c'est clair. Euh, alors, on parlait de Roxane qui fatigue. Ouais, non, bah, c'est à peu près tout. Mais, oui, si Hunter, en fait, je voulais revenir vite fait sur bah, du coup l'accrochage. Mais bon, Hunter, c'est vrai qu'il avait fait quelques dépassements à cet endroit-là. Je pense que là, il voulait prendre sa trajectoire. Il voulait pas forcément faire le dépassement à ce moment précis. Il s'est un petit peu raté et il dit dans l'interview qu'en fait, il était déjà en train de tomber C'est et un qu'il a mytho. embarqué. C'est un mytho, Mytho. là, c'est un mytho. Non, tu vois Non. qu'il se rate un petit peu. Tu vois qu'il veut tenter quelque chose, mais qu'il se rate quand même parce qu'il a le pied qui traîne dans le sable et tout avant même d'aller rentrer dans Roxanne. Quand tu vois sur le ralenti où c'est vu de leur droite. Et ouais, il y avait de la précipitation. Après, je sais pas s'il voulait vraiment tenter le dépassement à ce moment précis ou pas. Peut-être qu'il voulait juste montrer une roue et que ça s'est pas passé comme ça non plus, j'en sais rien. Mais enfin, on connaît Hunter Lawrence et on sait que c'est pas le genre du garçon et que même si c'était une tentative de dépassement, c'est probablement une tentative ratée et pas une volonté d'aller lui rentrer dedans et de le mettre par terre, quoi. Non, c'est sûr que c'est pas ce qu'il voulait faire. Il voulait pas aller ni au contact. Enfin, Hunter, c'est un peu dans la même catégorie que Roxen, quoi. C'est très gentil. Donc, non, c'est sûr que c'est pas. Et surtout sur un Roxen, c'est pas ce qu'il voulait faire. Ça aurait été sur Anderson. Je me dis, bon, peut-être. Là, peut-être qu'il a confondu la Suzuki après. Hein, je sais pas. Il en a pris une pour une autre. Mais non, c'est sûr il avait dépassé, je crois, Justin Cooper. Je sais plus, c'est dans la finale ou dans la hit de cette manière-là, en sautant justement de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Et c'était une très bonne trace qu'il avait. Et sur Cooper, c'était un peu la même config. Il partait de derrière lui et il a réussi à sauter et il atterrissait carrément devant. Sauf que Roxen, là, il a peut-être été un peu plus vite dans le sable. Donc c'est sûr que la configuration finale n'était pas la même. Ils sont arrivés tous les deux quasiment au même endroit, au même moment. Donc c'est sûr que c'était pas son intention. Mais il tombait pas avant. Enfin, moi, du coup, quand je l'ai vu déjà, je l'ai pas vu tomber avant. Quand il a dit ça sur le podium, j'ai regardé à nouveau derrière. Et là, en regardant de nouveau, c'est pareil, c'est vraiment quand il se percute qu'il va au sol. Sans ça, il tombait pas. Mais bon, je pense que voilà, il a dit ça parce que pour vraiment dire que c'était, enfin, il allait s'excuser auprès de Roxanne et tout. C'était vraiment pas son intention de se mettre par terre et encore moins de mettre, enfin, de mettre l'autre par terre et de se mettre par terre avec. Donc, ouais, il a mal jugé les distances, je pense, et il aurait pas dû y aller à ce moment-là. Il aurait dû freiner un petit peu, rester dans sa roue, dans le sable, même s'il prenait cette trajectoire-là, ou alors longer l'intérieur, envoyer Levi Kitchen
en finale qui prenait une trajectoire intérieure et qui lui faisait faire un très bon enchaînement derrière. Donc après, ça reste compliqué aussi de s'adapter, de changer de trajectoire en cours de manche sur un terrain qui est compliqué comme celui-ci où tu sais pas quel genre d'ornière, quelle profondeur tu vas avoir dans l'enchaînement. Mais il aurait dû être un petit peu plus patient et ça serait passé et sans forcer parce que Roxen, on voyait qu'il avait plus rien et qu'il aurait pas réussi à tenir. Ouais, c'est clair. Bon, sinon, on va parler un petit peu du terrain vite fait. Parce que, enfin, sur le plan, il y avait un triple avant les Whoops. Au final, c'était un double. J'en parle depuis 3-4 semaines. Et tu sais quoi? Je pense qu'on ne veut pas tirer de conclusion parce que moi, je suis quand même un homme de science, tu vois. Et du coup, c'est des expériences, tous ces terrains qu'on voit. Et je peux pas tirer de conclusion du double à Seattle, du triple qui a été converti en double, parce que je me dis peut-être qu'ils le font, comme je le suspecte depuis Anaheim 1, par sécurité, ou peut-être juste qu'ils avaient peur de la gadoue. Parce qu'on sait aussi que quand il y a de la gadoue, ils ont tendance à les rétrécir un petit peu et à faire des doubles à la place de triples. Donc, on va devoir attendre encore Arlington la semaine prochaine. Alors là, Arlington, c'est bon, la terre, elle est plutôt bonne. Il y a un toit, donc il n'y aura pas de gadoue. Donc là, c'est sûr que si le triple il est converti en double, c'est qu'ils arrêtent les triples, tu vois. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, j'ai entendu dans un podcast Ryan Hughes qui disait que sa solution, alors lui, mais bon, ça c'est un petit peu, je pense, c'est les solutions. Puis j'aimerais bien avoir une licorne aussi sur le terrain, tu vois. C'est bien, mais bon, c'est pas réaliste. Lui, c'est du coup les triples là, tu gardes la même taille de saut, tu peux même faire un peu plus grand si tu veux et tout, mais tu fais une table. Parce que si tu fais une table et que tu as une personne qui enroule, elle n'est pas dans un creux et tout. La personne de derrière, elle le voit que tu enroules. Pareil, si tu dois freiner ou sortir, aller sur le côté, c'est plus simple que quand tu es au milieu d'un triple. Donc lui, il suggérait de faire une table. Oui, je pense que c'est une solution qui marcherait bien. D'un point de vue spectateur, surtout spectateur qui connaît moyennement, c'est probablement moins impressionnant que si tu as un double et qu'il y a un creux au milieu. C'est parce que ça fait plus de hauteur. Et en plus, tu te rends compte aussi que si c'est court, il y a plus d'enjeux quand même. Et aussi, c'est pas très réaliste parce qu'il faut beaucoup de terre pour faire une table. Mais il y a il y a un pilote qui s'est moqué de lui et je me souviens plus lequel c'est qui avait mis dans sa story en disant ouais le terrain façon Ryan Hughes et il y avait que des tables partout en fait, des petites tables comme ça, c'était un truc en 3D et je sais plus lequel des pilotes professionnels a fait ça. Ouais. Mais bon. Non, c'est vrai que dans l'idée, ça pose une vraie question. Si on parle juste du trip, du coup, pas de tout le reste, parce qu'effectivement, un enchaînement en supercross, il doit continuer d'y avoir des creux pour qu'on puisse faire différents enchaînements, que ça reste technique, etc. Par contre, sur la question des triples, c'est vrai que l'objectif, c'est que ce soit un gros saut. Est-ce que le fait, donc voilà, tu as relevé le fait que quand tu es en l'air face à un triple, un creux au milieu, ça paraît tout de suite plus impressionnant. Ça l'est aussi, même en tant que pilote, je pense. Je veux dire, je me lance plus facilement sur une table. Je pense qu'une table de la taille d'un triple, je la passe facilement tous les jours sur un terrain de motocross. Par contre, tu me mets sur un terrain de supercross, j'ai jamais sauté de triple de ma vie et il va me falloir de l'entraînement avant de me lancer sur un triple. Tout simplement parce qu'il y a ce creux justement et qu'il faut pas se mettre court. C'est soit tu passes pas. Il n'y a pas d'entre-deux comme sur une table. Donc c'est vrai que ça pose une vraie question. Et en soi, est-ce que ce serait réellement problématique d'avoir une table qui peut faire un gros saut et qui peut quand même faire la différence? Parce que là, je repense à un certain James Stewart sur les tables en motocross qui te fait des scrubs et qui va bien plus bas que tout le monde, tu vois. On pourrait avoir le même spectacle sur les duels entre pilotes avec la possibilité de faire la différence quand même avec un appel qui soit raide comme un appel de triple. Donc c'est vrai que ça pourrait être une solution. Maintenant, visuellement, c'est pas la même chose. Donc je sais pas, je suis mitigé, mais pour le coup, pourquoi pas tester, hein. Après, par rapport à la Terre, ils peuvent faire un peu comme ils ramènent un conteneur là, un peu comme à Paris. Ça comble le trou, ils n'ont pas besoin de combler qu'avec de la terre et prendre plus de temps à le confectionner. Et ça pourrait être une solution. Donc, en vrai, pourquoi pas, faudrait tester. Ouais. Et par rapport à la terre, c'est vrai que je m'étais déjà fait la réflexion parce que j'ai déjà entendu que parfois les terrains, ça manque un petit peu de terre pour pouvoir faire des obstacles plus gros ou plus variés et tout. Et je m'étais déjà demandé un petit peu pourquoi est-ce qu'ils font pas, parce que par exemple l'appel du saut d'arrivée, il y a une structure en bois en dessous avec déjà la forme un petit peu pyramidale c'est pas vraiment pyramidal, mais de l'appel de saut, et il y a une couche de terre par-dessus, quoi. Et je me suis dit, par exemple, tu vois, les tables pour les on-off, pourquoi est-ce qu'ils font pas pareil? Et c'est pourquoi est-ce que tu n'as pas un bloc en dessous, même si c'est je sais pas, de la paille ou, comme tu dis, pas un conteneur, parce que ce serait trop gros, je pense, pour une table d'enchaînement, mais un truc dans le genre, une structure en dessous pour avoir à utiliser moins de terre et pouvoir la mettre ailleurs. Mais je me demande peut-être qu'ils veulent, pour les enchaînements en tout cas,
garder la possibilité de pouvoir modifier un enchaînement rapidement si jamais il y avait un problème ou des conditions météorologiques. Je me suis dit c'est peut-être pour ça. Mais oui, c'est vrai que pour faire une grosse table à la place du triple, il pourrait très bien mettre un plateau entre le double et puis ensuite le recouvrir de terre. Et à la limite, même tu peux passer en dessous, soit pour les mécaniciens ou quoi. C'est vrai que ce serait envisageable. Après, je sais que par exemple, tu vois, le pont qu'ils utilisent habituellement, qui est quand même plus court et très raide, ils le prennent. Ils essayent de s'arranger pour pas le mettre à toutes les courses parce que ça prend un camion de plus sur toutes les structures qu'ils utilisent. Donc, il doit y avoir aussi encore un coût qui pourrait être. Mais en même temps, tu as un camion de plus, mais tu utilises moins de terre. Enfin, bon, j'en sais rien. C'est des calculs à faire. Mais je vais revenir très rapidement sur les terrains parce que c'est vrai qu'on a eu Sadik dans les commentaires il y a 2-3 épisodes quand on parlait justement des doubles et des triples, qui lui avait l'air assez animé sur le fait que les terrains, c'est quand même plus que c'était, et surtout quand tu regardes par rapport au début des années 2000. Donc c'est vrai que, comme tu dis, dans les enchaînements, c'est important qu'il reste des triples, même des quadruples. Enfin, tu vois, quand il y a des quadruples qui peuvent être faits de manière safe, faut les laisser. Mais pour le coup, on en avait déjà un petit peu parlé, c'est vrai que ces gros triples, où de toute façon on faisait que triples, et presque personne ne gagne de temps parce que une fois de temps en temps, tu avais un James Stewart qui faisait un gros scrub pour doubler quelqu'un, mais sinon, il y a rarement des dépassements sur ces gros triples. C'est vrai que moi, si ça devient des doubles, pour moi, c'est aussi impressionnant et ça me dérange pas, quoi. Ouais, non, moi non plus. Et tu vois, et à la fois, je me dis peut-être que si c'était des tables, on aurait peut-être justement plus de gars qui lanceraient des gros scrubs dessus parce que bah, tu peux être un peu court, enfin tu vois, tu peux te permettre d'y aller, d'envoyer, et si jamais tu es un peu court dessus, bah, c'est pas trop grave, ça pardonne. Donc si ça se trouve, on aurait même peut-être plus de spectacles si on avait une table que si on avait un gros triple ou un gros double. Bah, que les gars, justement, ils se concentrent déjà à le passer clean, à ni être long ni être court, à bien le passer propre pour, surtout si tu as un enchaînement derrière ou des whoops ou quoi que ce soit. Et ouais, donc non, en vrai, je serais curieux de tester, tu vois, sur là. J'ai l'impression que cette année, ils testent beaucoup de choses, justement. J'ai l'impression que c'était pas. Avant, ils n'étaient pas aussi animés par la question de la sécurité, ou du moins, ils n'avaient pas mis en place autant de dispositifs que cette année pour essayer de modifier et gagner en sécurité. Alors déjà l'année dernière quand même avec... Enfin c'est depuis l'année dernière les 9 hoops ou l'année d'avant, je me souviens plus. L'année d'avant, on est sur la Ouais. troisième année des 9 hoops. Donc voilà, ça a commencé un petit peu, mais c'est vrai que là, ça continue avec les triples, etc. Donc bah, pourquoi pas essayer sur une piste, tu vois, on pourrait essayer de mettre une table et voir ce que ça dit. Et puis après, je pense que au final, ce serait un peu comme les plastiques des motos. La première année, t'es là, bah non, j'aime pas et tout. Et puis je reprends toujours la KTM en 2023 quand ils ont sorti leurs Zwift radiateurs super pointus, où je me souviens, tout le monde sur Internet à vomir, dégueulasse. Voilà, tu devais en avoir 3 qui devaient aimer et ils osaient pas le dire parce que tout le monde n'aimait pas. Et puis au final, aujourd'hui, c'est la référence et tout le monde kiffe. Donc si ça se trouve, voilà, au début, ce sera difficile de l'accepter. Ça se fera vanner sur les réseaux. Et puis derrière, bah, ça deviendra la référence au final. Et puis ça passera pour tout le monde, peut-être. Peut-être. Ou alors, ça fera comme les 9 hoops, et même 3 ans après, on dira que c'est n'importe quoi et qu'on pourrait en avoir 10 ou 11 de temps en temps, quoi. Mais oui, c'est vrai qu'après, il faut tester 1 an, 2 ans pour voir un petit peu si l'opinion change derrière ou pas. C'est vrai que ce que disait quand même US Addict dans son commentaire, qui était pas totalement faux et qui est quelque chose qu'on ne peut pas souhaiter, mais c'est que tout soit nivelé par le bas. C'est vrai que bon, tout rendre plus simple pour que ce soit plus sécurisé aussi. Puis de toute façon, j'ai envie de dire que tu pourrais enlever tous les sauts du circuit, ça resterait dangereux, hein. Tu peux toujours avoir quelqu'un qui tombe au bout d'une ligne droite et qui s'explose. Donc c'est sûr qu'il ne faut pas en rajouter avec des pistes dangereuses. Mais ça reste de toute manière un sport qui présente des risques et où on va malheureusement avoir quelques blessés de temps en temps. Ouais. Et je me disais, avec ce double avant les whoops, moi, un truc que j'aimerais bien voir, du coup, avec juste un double comme ça, mais c'est un appel plus bas et une réception un peu haute, vraiment en dôme, tu sais, où genre si tu peux te mettre court facilement et sans danger, mais tu vas perdre du temps parce que tu vas rebondir un peu et tout, et où il faut bien aller derrière et en même temps rester le plus bas possible, mais tu dois sauter bien au-dessus de la réception. Et je me suis dit, avant les whoops, en plus, si tu le passes bien, ça te lance et tout. Je me suis dit, j'aimerais bien voir un enchaînement, pas un enchaînement, un obstacle comme ça. Mais c'est vrai que de manière générale, moi aussi, je trouve que les sauts sont pas assez raides. Il pourrait y avoir plus de raideurs. Je trouve qu'à l'époque, justement, c'était plus ça, des boss vachement raides et qui te faisaient envoyer haut. Et au final, bah, t'allais moins vite, t'avais moins de vitesse linéaire, t'allais plus haut. Donc déjà, t'auras un temps au tour qui sera sans doute plus élevé aussi. Ils feront moins de tours, ils détérioreront moins la piste. Donc, ouais, je sais pas pourquoi c'est moins raide qu'avant.
Parce que ça freinerait justement, ça ralentirait les pilotes. Et encore une fois, on en parlait déjà la dernière fois, que la vitesse et la gravité des blessures sont proportionnelles. Donc, ouais, moi je serais aussi partant pour avoir des obstacles plus raides qui fassent aller moins vite et plus haut, parce que la hauteur, bah, c'est ce qui rend aussi le truc impressionnant. Donc ce serait plus difficile de scrubber des boss justement très raides, mais à la fois, bah, si tu as une table ou un double qui lui est plus roulant et qui te permet justement de lancer du scrub, enfin voilà, il y en a un peu pour tous les goûts. Effectivement, c'est un peu aussi à l'image de l'obstacle au Supercross de Paris, qui avait là justement c'était bah, pas un pont du coup, mais le truc Milwaukee, il me semble Ouais. que c'était à cet endroit-là, où voilà, c'était raide et bah, c'est pareil, il fallait réussir à bien aller derrière sans raccrocher sur le dessus. Donc un obstacle dans ce style-là, ça pourrait être sympa. Ouais, c'est vrai que le petit mur Milwaukee, cette année, il l'avait bien fait au Mm. SX où il fallait quand même sauter. Et comme tu dis, ouais, pas accroché, c'était bien. Après, je sais pas si les sauts sont. Les transitions sont bien meilleures qu'au début des années 2000 et tout, parce que bah, DV, il le dit souvent, ils n'avaient pas les Bobcats, par exemple, à l'époque, donc les bosses étaient quand même moins bien faites. Après, je sais pas si maintenant les sauts sont vraiment tous moins raides qu'avant ou pas. Après, j'imagine qu'il doit y avoir aussi une question avec la puissance et le 4 temps. Tu fais les mêmes boss qu'avant, bah, ils vont aller faire des triples où ils montent à 5 mètres de haut et au final ça reste dangereux, même si ça va moins vite. J'en sais rien. Après, quand je regarde le triple sur table de ce week-end, la bosse avait l'air quand même assez courte et raide et fallait quand même bien monter haut pour aller le chercher, quoi. Ouais, ben Mais c'est vrai après, que c'est pas la norme. non, et puis c'est un peu biaisé avec les ornières. On voit que les gars Mhm. prenaient aussi plus de temps pour bien faire monter la moto, elle est dessus parce qu'ils arrivaient aussi moins vite dessus, je pense, de par les ornières. Donc voilà, on est un peu, c'est un peu biaisé par ça, mais effectivement, dans ce style-là, ça n'empêche que bah, là, c'est les ornières peut-être qui font ralentir un peu la piste, mais si de manière générale, tu faisais les sauts un peu plus pointus, un peu plus raides, bah, peut-être qu'on aurait un peu plus de ça, un peu moins de vitesse dans le virage, parce que tu sais qu'il faut que tu préload, là, Mhm. comment, tu vois, encore une Prendre fois, une je suis impulsion, bilingue. tu précharges. Ouais, tu précharges la moto pour limite tu ralentis un peu avant pour vraiment pomper en bas, tu vois, et la faire monter Mhm. et atterrir sur la table. Ça pourrait être intéressant. Ouais. Bon, parlons un petit peu de Tomac, parce qu'on a abordé un petit peu dans l'intro, mais faut qu'on en parle. Tomac a gagné encore une fois. On peut pas juste en parler 5 minutes et passer à autre chose. Comme je disais, il est du coup il a remis sa stat à 50% de victoire sur la KTM, 50% de victoire quand même dans le championnat. Et moi, c'est surtout ça que je regarde en fait, c'est que ce que je vois là, c'est que après 6 courses, Tomac il a 3 victoires, là où tous les autres concurrents en ont une ou zéro. Et du coup, encore une fois, même s'il y a un point derrière, je trouve que ça confirme encore plus qu'il est vraiment le favori numéro un pour ce titre. En plus, quand même, on l'a vu aux essais, il fait deuxième chrono, donc il n'était pas complètement aux fraises, mais tu voyais qu'il n'y avait quand même pas le même confort que la semaine dernière à Glendale. Et en hit, ça s'est beaucoup vu aussi, où il part pas très bien et où il est dans la hit de Roxane, je crois, et Roxane, il s'est barré, quoi. Mm, mm, mm. Et même une fois qu'il a le champ libre, Thomas qui reprend pas du temps sur Roxane. Donc c'est vrai qu'après la hit, moi j'étais en plus, j'ai regardé les hits le matin. Après, je suis allé chez mamie. Et le soir, vers 22h, j'ai regardé les finales. Alors je peux te dire que toute la journée j'y pensais, je me disais, le Thomas, ça va être compliqué ce week-end. Là, il était pas trop chaud en hit. Je sais pas quoi. Et au final, rien de sensationnel non plus en finale. Un bon départ. Au début, il se fait quand même distancer par Webb. Et ça, c'était quand même assez impressionnant de la part de Webb de le voir sprinter comme ça. C'est quand même pas quelque chose qu'on voit souvent. Webb, c'est plutôt quelqu'un qui t'a à l'usure, qui part dans le bon wagon quand il part dans le bon wagon, mais jamais qui fait le all shot et qui se barre tout seul. Donc c'est vrai que c'était assez surprenant. Et ouais, j'ai vu Webb se barrer. Je me suis dit, Tomac, accroche-toi, accroche-toi. Et au final, ouais, accroche-toi. Mais à la mi-course, encore une fois, l'endurance du Tomac. Puis une intelligence de course qui surprend parce qu'on dit souvent que Tomac, c'est le mec qui va dans la trace la plus évidente et qui va bourriner dedans. Mais là, il a su s'adapter un petit peu à la piste pour continuer à faire les meilleurs enchaînements. À la fin, il avait son petit intérieur dans l'avant-dernier virage, dans une épingle où il allait faire enrouler double juste après une épingle. C'était assez surprenant quand même de Tomac. Ouais, effectivement. Bah, moi, pour le coup, j'ai regardé les hits le soir en direct et j'ai dormi et j'ai regardé les finales le lendemain matin. Bon, ça m'a pas empêché de dormir, l'histoire de Thomas, de mince, comment il va s'en sortir, je te cache pas. Ça doit plutôt être Sexton qui a perdu l'avant qui a dû te maintenir éveillé un petit peu quand même. Ouais, lui, il m'a gavé encore. Non, mais à part ça, effectivement, Thomas a été bon. Et c'est vrai que quand j'ai vu Webb commencer à partir,
je voyais Webb pour la victoire. En plus, c'est un terrain, je crois, qui lui a pas mal souri sur les dernières années. Il a beaucoup gagné là-bas. Je crois que c'est le recordman, non, de victoire à Seattle. Non, non, il montrait à un moment donné à l'écran, c'est Ricky Johnson qui en a gagné 7. Ok. Tomac et Webb, sur les 5 dernières années, ils en avaient gagné 2 chacun, Tomac et Webb. Mais les 2 dernières années, c'était Webb qui avait gagné. Ça aurait fait 3 de suite là s'il regagnait. Ah, et ils en avaient autant au total dans leur carrière? Parce qu'ils n'ont pas dit alors que Dans c'était le leur recordman, carrière, mais je de sais ceux pas. qui roulent encore, peut-être. De ceux qui sont Peut-être que encore. Webb en avait une ou deux de plus sur. Me semble entendre un truc comme ça, mais bon. En tout cas, effectivement, dans les ornières et tout, il est bon quand même, Cooper Webb. Ouais. Dès que la piste ralentit, au final, il sait tirer son épingle du jeu et être performant. Et il l'a montré là encore, effectivement, dès le départ, quand il partait. Je me suis dit, bon, là, Webb, c'est bon, à mon avis, on ne le revoit plus. Mais Thomas avait justement ce trip sur table. Et je pense que, comme il le disait, il a été capable de faire moins d'erreurs que Webb, je pense. Parce que Webb disait aussi qu'il aurait dû la gagner, mais il a commis pas mal d'erreurs. Et au final, il a su le doubler. Et ouais, comme tu dis, s'adapter, c'est vrai que c'est assez rare. J'avais tendance à dire que bon, il était peut-être dans la bonne trace dès le départ et qu'il n'en est pas sorti, notamment pour faire le trip sur table, tout ça, tu vois. Donc, est-ce que c'est vraiment il a été intelligent sur sa course, mais il y a cet intérieur qui prenait pas à la base et qu'au final, je sais pas si c'est un retardataire qui l'a fait prendre cette trajectoire-là la première fois, mais c'est vrai que c'était pas mal parce que du coup, il allait en fait dans tous les creux dans lesquels il n'y avait pas d'ornière. Parce que au début, ça sortait en double. Lui, vu qu'il enroulait, ça lui permettait d'avoir un appel propre. Là où personne ne prenait. Là, il faisait double et il y en a très peu qui avaient fait triple en sortie. Je sais qu'il y a Hunter Lawrence qui l'a fait, le triple en sortie, mais encore, il s'est mis 2-3 fois court, donc il a arrêté de le faire. Donc à chaque fois, il était dans des transitions qui étaient propres, sans ornière. Et là, c'est pareil. On sait que les ornières, Cooper Webb a eu mal au bras à un moment donné. Ça m'étonne pas. Je pense qu'ils sont tous passés par là. Ken Roczen, ça devait être ça aussi. Dès qu'il y a des ornières comme ça, je pense que même les professionnels, ils serrent un peu plus les fesses, un peu plus les bras et ça crée des maux de bras, quoi. Et lui, justement, je pense qu'il a pu rester frais plus longtemps parce qu'il est passé dans des trajectoires où il y avait moins besoin de s'accrocher. La piste était pas neuve, mais presque sur ces transitions-là, les enchaînements qu'il prenait, donc il pouvait rouler libéré dedans. Et derrière, ça aide quand les autres ils ont mal au bras, qu'ils sont obligés de ralentir un petit peu. C'est sûr que ça fait la différence. Ouais, mais ça lui a été demandé pendant la conférence de presse d'après-course si c'était la première fois qu'il allait à l'intérieur dans cette épingle, c'était dû à un retardataire. Et il a dit qu'il avait cette trace en tête et qu'il voulait la garder pour la finale. Et qu'en fait, il dit on n'y pense pas souvent, mais c'est vrai que parce qu'ils sont super grands, ces virages à 180 degrés, et que il y a de quoi aller prendre l'intérieur quand la piste ralentit, qu'il y a des ornières à l'extérieur et tout. Et comme tu dis, à plus, ça lui permettait, parce qu'il l'a fait aussi quelques fois, le triple en sortie de virage, mais au bout d'un moment, il a dit j'en avais marre des ornières. Et ça lui permettait de respirer, justement. Ça lui donnait un endroit sur la piste où il pouvait respirer et que ça l'a beaucoup aidé. Et après, il paraît qu'au Dartfish, en plus, en fin de manche, ça allait plus vite de faire l'intérieur simple-double que d'aller dans l'extérieur et de faire triple. Donc ça, ouais, c'est ce que j'ai pas vérifié moi-même, hein, mais c'est ce que j'ai entendu dire. Mais et puis pour le trip sur table, oui, il a continué, il a gardé la trace, mais tu vois, je suis pas sûr qu'il allait chercher toute à droite dans le virage au début de la manche. Et donc là aussi, tu vois, il a changé de trajectoire dans le virage pour pouvoir continuer. Et ouais, enfin vraiment des moves de vétérans, quoi, l'expérience qui parle. Et, Ouais. et oui, bon, on est d'accord pour dire que toujours archi favori pour l'instant, Tomac. Surtout il est derrière avec seulement un point de retard, mais il a eu deux mauvaises courses avant ça, avec des chutes, pas des moindres non plus, enfin qui l'ont un peu secoué. Et surtout, je l'ai regardé une deuxième fois, la course de la semaine dernière, à 15 minutes. Même 14 je crois, il restait 14 minutes, donc il y avait déjà 6 minutes d'écoulé sur la manche, il était encore dernier, il était encore 22e la semaine dernière, donc et il finit par remonter 12 la semaine dernière. Il a à chaque fois sauvé des points quand il fallait les sauver, et au final c'était pas des énormes jokers qu'il a utilisés, parce qu'en étant encore 22e à 14 minutes de la fin de la manche, ça aurait pu être pire qu'une 12e place. Et là, il se retrouve qu'à un point derrière en ayant déjà eu deux mauvaises courses. Comme on le disait, voilà, je pense dans les stats et dans l'histoire du Supercross, il y a toujours à un moment donné des jokers qui sont utilisés, plus ou moins, et c'est aussi celui qui en a le moins, qui est le plus constant, qui finit par l'emporter à la fin. Donc, non, c'est sûr qu'il est favori. Et encore plus en étant qu'un point derrière, en ayant déjà eu deux très mauvaises courses. Ouais, puis je me dis Hunter,
on pourrait quand même considérer que c'était une mauvaise course parce qu'il part pas aussi bien que d'habitude, il fait une chute et il finit quand même quatrième. Et donc, encore une fois, on en parlait la semaine dernière, Hunter, est-ce que c'est le nouveau Dungey? Bah, quand ta mauvaise course, c'est une quatrième place, ouais, ça fait très Dungey quand même. Enfin, depuis le début du championnat, sur 6 épreuves, lui, il fait 4, 2, 2, 2, 2, 4. Donc, c'est top quand même pour Hunter. C'est sûr que bon, il était déçu à la fin de la course parce qu'il y avait une troisième place qui était possible d'aller chercher. Mais bon, moi, je suis d'accord, comme je l'ai dit, hein, Eli Tomac, lui, il a 3 victoires là où tous les autres, ils en ont une ou pas. Donc je pense aussi qu'il est encore bien favori pour ce titre. Surtout que là, il va chercher la victoire, alors que quand tu vois après la hit, tu te dis pas ouais, ce soir c'est la soirée de Tomac, tu vois. Donc c'est clair. Après, je reste quand même, je suis pas inquiet, mais je garde toujours un œil sur Cooper Webb. Mais lui, c'est le mec, c'est bon, il nous a fait le coup 3 fois. J'en parle depuis le mois de décembre. Cooper Webb, je le mets pas de côté. Comme tu as dit, il faut pas le mettre de côté, bah, je le mets pas de côté. Je garde un œil dessus tout le temps. Parce que au final, il est là, il est que 11 points derrière. La semaine prochaine à Arlington, c'est pareil. Je crois que là-bas, c'est lui qui a le plus de victoires du plateau. Il a gagné beaucoup de fois, hormis celle où il est parti faire un front flip sur le côté de la piste. Donc, il a gagné énormément à Arlington. Donc, il pourrait très bien aller en chercher une de plus la semaine prochaine. Donc, ouais, Webb, je le garde quand même à l'œil. C'est sûr que je me demande. Tu vois, donc derrière Tomac, si tu fais le classement un peu des favoris, est-ce que mon deuxième favori c'est plutôt Webb ou est-ce que c'est plutôt Hunter? Je ne sais pas trop encore. Peut-être Webb parce qu'il est 3 fois champion, qu'il a gagné déjà une course cette année et qu'on arrive sur la côte Est où il est particulièrement confortable, quoi. Ouais, je sais pas non plus. Et à la fois, ça m'embête de mettre Sexton de côté parce que j'espère qu'il va trouver les solutions et qu'il va revenir sur le devant de la scène. Mais non, c'est vrai que Cooper Webb, c'est un requin, un rat, hein, je sais pas ce que tu veux. J'avais employé rat la dernière fois, mais c'est un requin aussi, quoi. Le gars, c'est. Non, c'est impressionnant. Enfin, c'est impressionnant sans impressionner, en fait. C'est ça le pire. C'est que ça m'impressionne alors que c'est pas impressionnant. Enfin, son roulage, tu vois. Il y a rien d'impressionnant, mais effectivement, il est là, il marque des points et c'est fort. Bah justement, on va en parler de ton Chase Sexton. Parce que moi, je comprends pas, et j'en ai parlé la semaine dernière, mais je vais me répéter, je comprends pas comment on peut passer de San Diego, où en 2 tours, tu fais 22 à 8e, à ce week-end encore, et le week-end dernier, où en fait, tu es juste un mec du top 10. Allez, ce week-end, du top 5, parce qu'il est 5e à la fin de la course. D'ailleurs, juste avant de poursuivre sur Sexton, parce que je scrollais tout à l'heure sur le classement, j'étais très surpris de voir que Ty Masterpool roulait ce week-end et était en finale, fini 18e. Lui qui ne s'était pas qualifié pour le Triple Crown à Houston. Donc, c'est parce qu'il avait un kit déco, là. Ah, il avait une déco cette fois? Ouais, Oui, parce qu'il il a le semble qu'il a support rejoint de. un team privé, non? Ouais, c'est ça. Il y a, mais d'ailleurs, c'était un Français qui devait rouler avec eux et qui, au final, c'est pas Ludovic Macler. Ouais, je sais plus. Il me semble que c'était un Français là qui devait rouler pour eux et qui finalement a déclaré forfait. Donc du coup, ils ont aidé Masterpool. Mais il disait qu'il avait le soutien, mais pas du coup qui était dans le team. Donc je sais pas trop ce que ça signifie exactement. Est-ce qu'il y a vraiment un contrat qui a été signé et il intègre le team, ou est-ce que juste du coup le budget qu'ils avaient pour le pilote qui a déclaré forfait, ils lui donnent à lui. Je sais pas exactement comment ça fonctionne, et c'était encore incertain d'ailleurs de savoir s'il allait commencer l'Est en 250 là, la semaine prochaine, ou s'il restait sur la 450 pour le reste du championnat. Je crois qu'il y avait un peu la question et que c'était encore un point d'interrogation à l'issue de ce week-end. Ok. Bah, au bout de sa 18e place, moi je conseillerais quand même, vu la densité du plateau en 250, moi je conseillerais quand même d'aller en 250. Même si à l'Est, il y aura peut-être un petit peu plus de monde, parce que tous ceux qui n'ont pas pu faire l'Ouest parce qu'ils étaient blessés, enfin tous, non, mais une partie en tout cas vont essayer d'aller à l'Est. Joe Shimoda, ils sont censés décider cette semaine est-ce qu'il va rouler à l'Est ou est-ce qu'il ne va pas rouler. Il a repris la moto il y a tout juste une semaine. On va en parler un petit peu après, toi, de ce que tu ferais si tu étais Joe Shimoda ou si tu étais dans son camp, ce que tu conseillerais. Mais en tout cas, ouais, pour Masterpool, bon, c'est bien d'être allé en finale, mais si tu peux aller en 250, moi j'ai envie de dire, va essayer d'aller en 250 et accrocher des top 10, même en Supercross, plutôt que d'aller faire 18e en 450. Ça me paraît plus intéressant. Mais bon, pour Chase Sexton, du coup, comment on fait pour passer de San Diego où tu as les fourches de Kitchen sur ta moto et tu tapes la grille, tu repars 22e, tu finis 8e. En 2 tours, tu remontes 8e.
Et là, à Seattle, c'est limite, tu pars 7, tu finis 5, quoi. Ouais. Et Mais encore, grâce à Hunter qui explose Roxanne. Sinon, t'es 6. c'est ça. Je sais pas trop. À la fois, tu vois, je vois aussi le temps au tour. Il a le 51,9. Ah, il y a Plessinger qui a roulé plus vite. Il y a Cooper Webb et il y a Eli Tomac. Donc, il fait quatrième temps. Ouais, quatrième temps au tour en finale. Donc, il a su faire un tour pas trop Non, et mauvais. Roxanne aussi. Roxanne est allée plus vite. Ah ouais, Roxane, je suis pas allé si loin du coup, mais effectivement, Roxane qui. Ok, cinquième temps, ouais, cinquième temps, il finit cinquième. Mais à la base 6. Ouais, écoute, je sais pas, je pense que lui, encore une fois, c'est purement mental. S'il a pas la moto euh, qui veut, ça le fait pas, il arrive pas à rouler, il arrive pas à se libérer. Je pense qu'il doit, je sais pas, il doit y penser toute la manche, dire purée, je suis pas à l'aise. Mais Et il il a arrive la pas à en moto qu'il sortir. veut. Je veux dire, il fait 22-8 à San Diego. Là, en hit, il perd l'avant, comme quand il était sur Honda et qu'il était à l'aise, comme quand il était sur KTM et qu'il était à l'aise. Voilà, il a Ouais, une moto qui perd l'avant comme d'habitude. Il a ce mais qu'il je veut. pense que là, sur une piste, sur une piste avec des ornières, je pense que là, les mecs, ils font quand même des changements sur la moto. Autant sur les premières pistes, je vois pas Hmm. trop parce que voilà, de mon œil d'amateur, je vois pas de changement et enfin, il y en a qui en font pas. Justin Cooper, Ken Roczen, ils disent qu'ils ont pas touché à la moto. Ils mettent peut-être 3 clics en plus dans le dur ou dans le souple, c'est tout quoi. Ils ont fait un peu de testing, Roxane, il a dit quand même. Après la troisième épreuve ou quelque chose comme ça, ils en ont fait un petit peu. Mais bon, pas grand-chose, quoi. C'est sûr qu'ils en avaient pas fait de l'hiver, donc ils sont pas en train de chercher de partout, quoi. Hmm. Et ouais, ouais. J'allais dire, et ça reste un peu bête en fait de faire du testing maintenant, quoi. C'est quand tu avais du temps qu'il fallait en faire du testing, mais à la fois, t'as pas les données de course aussi, donc je comprends que par rapport au feedback des courses précédentes, tu vois, mais bon, quoi qu'il en Puis soit, je je pense pense que que sur une. c'est un petit peu, Roxane, tu sais, il donne des feedbacks pendant les courses, puis après le team, il est ah bah on a une idée, tu nous parlais de ça, on a une idée pour essayer juste un truc, tu vois. Et Hmm, on l'essaye, et ça te plaît, ça te plaît, ça te plaît pas, on reste sur ce qu'on a, tu vois. C'est pas bon, on a plein de pièces, on va essayer de faire une moto. hmm. Ouais, mais donc bon, je pense que sur une piste comme ça ouvre à des changements pour les Mhm. pilotes. Et le problème, c'est qu'il faut pas ouvrir cette porte pour Sexton, à mon avis. Ouais. Et je pense que c'est dans sa tête, tu vois. Là, j'étais en train de me dire, mais quelle solution on a? Est-ce qu'on va dire du coup à Sexton? Ouais, je dis on a comme si c'était moi, hein. Est-ce que je vais lui dire, écoute, on ferme tout. San Diego, tu reprends cette base-là ou l'autre, celle avec laquelle tu as gagné, là. On prend celle-ci, on prend cette base-là et t'en sors plus. Tu restes là-dessus. Et je me dis, en fait, tu peux même pas dire ça parce que vu que pour moi, c'est un problème mental, derrière, tu vas lui fermer ça, bah, il va dire, mais non, mais je peux pas rouler avec cette moto. Donc, il va dire, j'y arrive pas, là, ici, ce terrain-là, ce terrain-là, ce terrain-là. Et au final, toute la saison, il y arrivera pas parce que il pense qu'il faut faire ci, il faut faire ça pour que ça puisse être parfait pour lui. Et en fait, non, c'est pas le cas. Donc, je pense surtout qu'il doit avoir un préparateur mental, ce garçon, et que ça l'aiderait beaucoup. Et je pense qu'en plus, la préparation mentale, c'est à ne pas négliger. Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, le psychologique. Et selon moi, c'est là le blocage pour lui, quoi. C'est au vu de ses qualités techniques, encore une fois, de ses compétences sur la moto. Je pense que c'est vraiment dans la tête et que s'il arrive un peu à se libérer, il arrivera à libérer son plein potentiel. Mais c'est vrai qu'en plus, on entend souvent parler, tu sais, des Villopoto, des Dungey, de Tomac avant qu'ils passent sur Yamaha et des mecs aussi avant eux où quand ils finissaient deuxième, les mecs ils faisaient la gueule et quand ils étaient premiers, c'était normal, tu sais, mais ils étaient pas en train de faire la fête non plus. Mais en même temps, quand ils étaient deuxième, ils faisaient la gueule, mais ils étaient pas au fond du trou, déprimés et tout. Et c'est vrai que Sexton, tu le vois à chaque fois, quand il gagne une course, t'as l'impression que c'est la première course qu'il gagne de sa vie. Il est mais super content. Et par contre, mais quand il finit cinquième ou qu'il chute ou quoi, il est le casque dans les mains, t'as l'impression qu'il est en train de pleurer assis sur une motte de paille. Et c'est vrai que ouais, il a l'air de vraiment faire les montagnes russes émotionnellement parlant. Et c'est peut-être ouais, il manque peut-être un petit peu de calme et il se met peut-être beaucoup trop de pression. Mais moi, ce que je dirais, là, Arlington, le terrain, la terre, elle devrait pas être trop molle. Généralement, elle l'est pas. Et encore une fois, il y a un toit, c'est couvert. En plus, ils font la piste, c'est pas comme. Ouais, j'allais dire, c'est pas comme au Supercross de Paris. Enfin, il me semble que la piste au Supercross de Paris, ils la font super vite en 2 jours. Je crois qu'en SXUS, bon, ils la font assez vite aussi. Mais genre, le jeudi, la piste, elle est finie. Donc après, elle attend de sécher 3 jours dans le stade, tu vois. Donc. Donc ça, moi, je lui dirais, on va reprendre la base qu'on avait à San Diego et tu vas rouler avec celle-ci à Arlington. Et après Arlington, on va essayer d'améliorer un truc.
tu choisiras, que ce soit puissance, les pneus pour l'adhérence, les suspensions, tu choisiras tes virages, c'est le truc qui te dérange le plus. Cette semaine-là, on essaiera de changer un truc. Et un truc par un truc, tu vois, pour y aller petit à petit. Et quand même marquer enfin, pas tout le temps y aller. Tu sais, t'as l'impression qu'ils font une combinaison de réglages sur leur moto, ils y vont, puis on voit si ça chope un poisson ou pas ce week-end-là, puis on va changer complètement la combinaison, puis tu sais, on fait des trucs aléatoires. J'imagine que non, ils savent ce qu'ils font, c'est pas ça. Et ils disent que c'est pas des gros changements qu'ils font à chaque fois, mais n'empêche qu'ils font des changements à chaque fois, et les résultats, ils sont quand même dans tous les sens. Bah quand même, quand tu changes carrément les fourches et l'amortisseur pour prendre ceux de Kitchen et qui roulent la semaine sur la 250 de Kitchen, il y a quand même, je pense, du gros changement qui a été opéré à ce moment-là. Donc, ouais, je suis assez d'accord. De toute façon, c'est sûr que c'est là que c'est hyper compliqué parce que même en changeant un setup par un setup, tu vois, derrière, tu peux avoir par exemple améliorer l'adhérence avec ces fourches-là. Et puis ensuite, quand tu vas changer un truc sur les fourches, au final, ça va moins adhérer. Et donc là, alors on remet en question quoi, le pneu ou la fourche. Enfin, tu vois, ça peut être des éléments qui marchent individuellement. Ça me rappelle un peu moi sur la 125e. Tu mets une boîte à clapet, tu mets une culasse, tu mets une ligne. Tout ça, c'est des éléments qui individuellement rendent meilleure la moto normalement. Mais qu'au final, tout assemblé, si tu fais pas un moteur uniforme et que tu fais. Alors après, eux, ils font pas ça. Eux, ils ont quand même les tests, évidemment. Ils ont toutes les données pour confectionner un moteur. Mais bon, je pense pas qu'on soit sur un problème de moteur, en tout cas pour Sexton. Là, ça va plus être justement, là, je pense, la maniabilité, le confort sur la moto, ce qu'il va rechercher. Mais du coup, c'est vrai qu'un assemblage de plein de pièces qui fonctionnent bien individuellement ne fait pas forcément un package à la fin qui fonctionne très bien ensemble. Donc c'est vrai que c'est là que c'est difficile, je pense, de régler une moto et d'avoir un réglage qui te convient et surtout partout. Parce que je pense que c'est comme dans tous les domaines. Quand tu améliores un endroit, tu perds forcément un petit peu. Et donc, l'objectif, c'est soit en fonction de toi, ce que tu aimes et des compensations que tu vas faire. Mais voilà, c'est à toi de compenser à la fin. Tu sais que tu vas mettre plein de puissance ici et que tu vas perdre en stabilité. C'est à toi de compenser, du coup, de par ta technique pour être stable sur ta moto, malgré le fait qu'elle soit un peu moins stable. Ou alors, tu perds un peu de puissance et tu gagnes un peu en stabilité. Et voilà, c'est à toi après de jauger pour avoir le bon compromis qui te convient à toi. Et je pense que c'est ce que Sexton recherche à chaque fois. Mais je pense que lui, il faut le prendre dans l'autre sens et arrêter de jauger sur la moto et plus jauger le pilote. Ok, j'ai une bonne base qui fonctionne. Maintenant, sur celle-ci, je vais m'adapter. C'est ce que je disais déjà dans les précédents podcasts. Ouais, ou s'il est perdu, peut-être aller prendre quelqu'un. Enfin, c'est bizarre qu'ils en aient. Mais ça, DV, il le dit souvent, mais même c'est bizarre qu'ils aient pas déjà ça chez Kawasaki, mais quelqu'un qui va l'observer, qui connaît un petit peu, qui s'y connaît en réglage de moto, et qui va le conseiller. Bon, j'ai vu comment tu roules, j'ai vu ce que la moto, elle fait. Essayons de faire ci, de faire ça, et repart. Et genre, tu sais, mais peut-être pendant une semaine, il fait du testing, mais c'est pas lui qui prend les décisions. Il laisse quelqu'un de confiance regarder et tout, et régler la moto pour lui en l'observant, et voir ce que ça donne. Mais ouais, je trouve ça trop bizarre. Et puis tu vois, tu dis, oui, donc peut-être qu'il va régler, je sais pas, les suspensions, parce que pour ses virages ou quoi. Puis après, la semaine d'après, il va régler autre chose. Et ça va détruire un petit peu les gains qu'il avait fait la semaine d'avant sur le réglage des suspensions. Mais c'est là où tu vois, tu changes un truc, enfin, tu essayes de régler un problème par semaine. Donc la semaine 2, c'est une question admettons, de confort dans les virages ou au freinage, tu vois, tu veux qu'il y ait plus d'amorti. Ok, tu as réussi à le régler, tu as fait un réglage suspension. Maintenant, tu manques un petit peu, je sais pas, dans les whoops ou dans les enchaînements, où tu trouves que tu manques de puissance. Bon, tu essaies de régler ça, mais si tu n'arrives pas à le régler sans détruire le gain que tu as fait avant, vu que c'était pas le truc prioritaire, tu restes tout en est et jusqu'à ce que tu trouves, tu vois, mais y aller un par un et pas chaque fois. Encore une fois, après on sait pas exactement qu'est-ce qu'ils testent et quel genre de changement ils font à chaque fois qu'ils viennent, mais clairement il est pas à l'aise, mais je pense qu'il est pas à l'aise et qu'en plus il arrive, il connaît pas sa moto, c'est limite chaque fois il arrive le samedi et c'est comme s'il roulait sur une nouvelle moto presque. Ouais, et pourtant, je crois qu'ils ont Brock Tickle, du coup, toujours qui est pilote test chez Kawasaki. Oui, si c'est pas fait mal, oui, il est toujours actif. Voilà, donc ouais, peut-être que ça pourrait être son rôle à lui. Après, est-ce qu'il a un œil à viser? Mais l'autre souci, c'est que quand bien même tu vois quelqu'un justement qui va voir les réactions de la moto et qui va vouloir lui apporter des changements, il y a aussi le fait que le pilote, quand tu vas lui proposer un changement, il va pas forcément être à l'aise. On parle souvent de Tomac avec sa fourche qui est vachement molle.
bah Tomac il a appris à rouler comme ça, il s'est adapté à cette moto-là et il compense avec cette moto-là. Il va sans doute être plus en arrière sur son freinage, tu vois, il va compenser pour pouvoir piloter ce style de moto. D'un seul coup, tu lui relèves l'avant. Je pense que les premières fois, non, j'y arrive pas, c'est impossible, tu vois. Et pourtant, bah, la logique voudrait qu'une moto bien équilibrée soit un peu plus haute de l'avant. Et tu peux pas lui donner ça non plus. Tu vois, un DV, par exemple, il analyse sa moto comme ça. Il irait, il lui dira faut que tu relèves l'avant, faut que tu durcisses. Bah, Tomac, il faut, d'accord, mais quand je roule dessus, je perds peut-être une seconde au tour parce que j'arrive plus à tourner. Ça lui donne mal au bras. Voilà. Là, c'est vrai, il a dit plusieurs fois, il lève l'arrière parce qu'il a déjà remarqué que quand son arrière est plus basse, c'est là qu'il chope mal au bras. Bah, voilà, donc tu vois, il y a aussi comment la moto devrait être pour bien fonctionner, et peut-être que c'est la moto de Jet Lawrence aussi, de Hunter, qui est la mieux équilibrée quand tu la regardes de l'extérieur. Mais il y a aussi les pilotes qui ont appris, enfin, tu vois, on peut faire le parallèle avec le tir au basket. Tu as le tir académique, tu vas placer ta main de cette manière-là et de cette manière-là, et puis tu as le brand qui va mettre la balle derrière, et pourtant le tir académique, on ne te fait pas mettre la balle derrière, et qui va avoir un certain pourcentage de réussite, et tu pourras pas lui faire changer. Et à l'inverse, tu as Tony Parker qui est rentré NBA, on lui a dit, bah attends, on va te changer tout de suite ton tir, parce que bah, en plus, tu n'as pas un très bon pourcentage, donc c'est plus facile, effectivement, quand tu n'as pas un bon pourcentage de réussite, d'entamer ces changements-là. Mais ça reste compliqué, surtout quand tu es au haut niveau, et parce que ça prend du temps, et parce que le temps est compté pour les sportifs de haut niveau quand on a déjà 26 ans. Donc ouais, c'est très compliqué, et je pense qu'il y a déjà un gros travail mental à faire avant de changer tout sur la moto, ou de chercher d'autres trucs. Il y a un gros travail mental à faire parce que c'est quand même des choses qui se répètent sur différentes motos avec différents réglages pour Sexton. Et c'est vrai que je trouve que là, au final, c'est le pire qu'on l'ait vu de ces dernières années. Donc c'est vraiment dommage. Et pourtant, je pense pas que, encore une fois, à la base, quand il est monté sur la Kawa, il disait se sentir un peu comme sur la Honda. Et il me semble que voilà, au niveau de la partie cycle, on est un peu, enfin au niveau des suspensions, tout ça, ça s'en rapproche en tout cas comparé à la KTM. Et pourtant, on l'a vu sauter d'une Honda à une KTM qui, visiblement, le châssis, etc., tout est vachement différent. On l'a vu performer avec. Donc voilà, c'est le genre de pilote. C'est vrai que je m'attendais pas à ce que ce soit. Et à la fois, c'est en dents de scie quand même. C'est qu'il y a une victoire, il y a une très bonne perf quand il part dernier et qu'il revient. C'est dans la tête. Conclusion, c'est dans la tête. C'est Chris Kiefer qui avait dit, je crois qu'on en ait parlé sur le podcast, mais il avait dit que ça doit être super difficile de régler une moto pour Sexton, parce que Sexton, il est à la fois très bon techniquement, un peu de finesse et tout, bien, ça reste debout longtemps, tout ça. Et en même temps, il roule aussi en force, tu vois, surtout depuis quelques années, il a pris du gabarit. Et c'est vrai que tu le vois pousser fort dans les enchaînements, et tu vois que physiquement, il met quand même de la force dans son pilotage. En plus d'avoir vraiment et que c'est vraiment un mix un peu entre Jet Lawrence et Eli Tomac. Et il disait que au final, c'est un peu deux pilotes en un, Sexton, et que ça doit être difficile de régler une moto pour un mec qui roule de deux manières très différentes sur un seul même tour. Ouais. Tu penses qu'il est... Bah, je vois quand même plus du Jet Lawrence que du Tomac dans son pilotage. Après, ouais, moi, je vois surtout un gap, enfin, je dirais grossièrement pas concentré, tu vois, qui loupe des informations, dans la prise d'information, qui manque des informations, ou je sais pas à quel moment est le problème, si c'est au moment de la prise d'information, du traitement de l'info ou de la réponse motrice. Je sais pas à quel moment. T'as trois choses dans l'initiation d'un mouvement, tu vois. Et je sais pas sur quelle étape en fait ça pêche, mais il y a bien une étape sur laquelle ça pêche, parce que pour se retrouver autant par terre, c'est qu'il y a soit t'as pas bien pris l'information, que t'avais un trou, que ça glissait, que c'était de la farine, que l'ornière allait se casser, tu vois. Soit tu l'as vu, et du coup, t'as pas traité l'information. Ouais, voilà, t'as pas traité l'information. C'est j'ai vu qu'il y avait un trou. Ok, hop, j'y vais et merde, j'ai pris un trou, je suis tombé. Ou alors, j'ai vu qu'il y a un trou. Il faut que je fasse ça pour pas que ça, pour pas que je tombe, quoi. Et je l'ai mal fait. J'ai pas bien fait le truc. Donc là, ce serait sur la réponse motrice. Donc je sais pas où est-ce qu'il est le problème sur Sexton. À mon avis, vu le niveau du garçon sur une moto, c'est pas au niveau de la réponse motrice que se trouve le problème. Effectivement, je pense qu'on peut l'éliminer parce qu'encore une fois, c'est quand même un pilote avec un bagage technique conséquent. Donc je pense pas que ça vienne de la réponse motrice, surtout pour un trou, pour un virage qui est glissant, ou des
des whoops avec plein d'ornières. Je me souviens d'une story de DV quand il coachait Dylan encore quand il était en 250 où les deux seuls pilotes qui s'entraînaient quand la terre elle était béton et défoncée et les whoops ils étaient en Y, c'était les deux champions, c'était Sexton et Ferrandis à ce moment-là en 250. Donc non, je pense pas que ce soit le problème. Effectivement, je pense que c'est ouais, mais en fait, je sais pas si c'est la prise d'information. Est-ce qu'il ne voit pas, est-ce qu'il va trop loin dans son virage et qu'il traite même, enfin, il regarde même pas son virage comment Ou il est. pas assez loin, parce qu'on reproche souvent qu'il regarde pas assez de. Ouais, mais ce sur quoi il serait concentré à la limite, tu vois, parce Ouais. qu'il y a aussi ce que tu regardes, tu vois. Je peux te regarder pense que toi et être c'est- concentré sur ce que j'ai à ma droite, par exemple. Donc, Je pense ouais, que c'est au niveau de la prise d'information pour Sexton et que c'est ça, c'est que il regarde son virage, mais il est en train de penser à faut que j'aille chercher devant, faut que j'aille rattraper le mec, ou faut que je mette 10 secondes au gars qui est derrière quand il est premier. Je pense que c'est plus à ce niveau-là que se trouvent ses erreurs. Au-delà du fait qu'après, bon, il y a une histoire de. Peut-être que justement, il arrive dans son virage, il voit que c'est glissant et tout, il est en train de se dire ah, la moto, elle me dérange. mais Et il est concentré là-dessus. ça se trouve, ça se trouve. Mais je pense que forcément, de toute façon, il y pense. Après les premiers tours d'une finale ou d'une qualif, il y pense. Et après, je pense que ça le suit. Parce que c'est difficile, encore une fois. Je pense que les préparateurs mentaux ou les psychologues en parleront mieux. Mais quand tu as une information négative, c'est difficile de s'en sortir. Et c'est parfois plus difficile justement qu'une information positive. Ça reste dans ta tête et ça te pourrit après sur tout le long, quoi. Donc ouais, je pense que vraiment il y a un travail dans la tête à faire pour ce garçon et peut-être justement ouais, essayer de lui dire d'être un peu plus concentré parce que là j'étais en train de réfléchir. Alors mis à part à la première, j'ai pas trop de souvenirs, mais il est tombé sur quasiment tous les week-ends là, que ce soit aux essais, en qualif Et la ou en première, il finale. tombe aussi. Il tombe en hit Eh ben oui, deux juste fois devant en le plus pont même et il au perd total. l'avant en finale. Donc il tombe en première, il est C'est tombé la, les trois dernières et la deuxième. la deuxième, attends, la deuxième, c'est il tape la grille, mais je crois pas qu'il tombe. Et en hit, je suis pas sûr qu'il soit tombé non plus. Ouais. Quoique je me demande s'il a pas perdu l'avant dans le virage où il fait tomber Webb en hit, Sexton. Vous savez quoi, ça sera mes devoirs pour la semaine. Je vais regarder ça et je reviens vers vous la semaine prochaine. Mais Ouais, à vérifier. Mais enfin bon, c'est vrai que tous les week-ends, il y a au moins une chute. Et en tout cas, il y a plus de chutes que de nombre de rounds, ça c'est sûr, parce qu'il y a des endroits où il est tombé deux fois déjà. Donc, ouais, c'est compliqué. bon, c'est l'heure pour les théories du Brab Show. Parce que moi, j'ai une solution en fait. Ça reste une théorie parce que Chase Sexton ne nous entend pas et qu'il ne pourra pas appliquer les conseils que je vais lui donner maintenant. Mais j'ai la solution pour Chase. Tomac l'a comprise. Jorge Prado aussi. Chase rentre à la maison, retourne chez KTM. C'est aussi simple que ça. Peut-être si tu peins les garde-boue en orange, déjà ça aide. Ouais. Non, mais non, en plus 3 ans là. Donc, il faut y aller. Et en vrai, non, mais tu vois, je pense à Kawasaki et je me dis, mais Kawasaki, ils doivent être mal. Alors, heureusement, lui, il a quand même gagné une fois et tout, mais ils doivent être mal de leur côté. Parce que déjà, tu vois un Prado qui performe quand même, je pense qu'on peut le dire, sur la Encore KTM le plus rapide aux essais. de 1 seconde. Prado Non, du coup, devient Sexton en fait. un peu moins, parce que Ça la fait deuxième séance, il a amélioré Tomac, mais deux pole positions de suite pour Prado. ouais, c'est costaud. Et donc, il voit un Prado qui a descendu la moto et qui faisait mais rien du tout sur la Kawa. C'était impressionnant. Performer sur la KT. Un Sexton qui a performé sur la KT qui vient chez Kawa et qui la galère. Et ils disent, là, je crois qu'ils disent, on peut pas. Je crois qu'ils sont presque prêts à payer encore plus Sexton pour qu'il reste les 3 ans et qu'il persévère que de se séparer de lui, tu vois, de manière prématurée. Donc, ouais, je pense que même dans le clan Kawasaki, ça doit pas être très bien, quoi. Ouais, ou je pense qu'ils sont prêts aussi à acheter des KTM et faire que la 2027 ce soit une KTM B quoi, la Kawasaki. Là, tout pour gagner. Tout ce qu'il te faut Chase. On est prêt à tout. Non mais c'est dingue parce que d'un côté t'as la Kawa aux US où c'est comme ça, Prado qui se plaignait de fou l'année dernière puis là il galère avec Sexton en Supercross et puis d'un autre côté ils ont quand même gagné le titre champion du monde XGP Kawasaki avec Romain Fèvre mais ça doit être difficile à apprécier du coup ce titre de champion du monde avec ce qui se passe pour Kawasaki d'un aspect global, Kawasaki Motocross bien sûr, quand tu vois après ce qui se passe aussi aux États-Unis.
Ouais, je suis mitigé parce que tu vois, Fèvre, quand tu le mets aux US, au motocross des nations, bah, il est là où je le mettrais en championnat US. Tu vois, je crois qu'il finit aux alentours du top 5, Mhm. peut-être juste dedans. Donc, je le verrais à cette place-là en note d'or. Tu vois, tu le mets en note d'or. Je pense pas qu'il soit champion aux US. Je pense que le niveau, à l'heure actuelle, en tout cas, on rentre pas dans le débat MXGP versus MXUS. En tout cas, à l'heure actuelle, je pense que le MXUS est quand même plus relevé que le GP. Et donc voilà, un Romain Fèvre qui gagne sur la Kawa, je le vois aux alentours du top 5 en MXUS. Et un Sexton, s'il était au top 5, en top 5, alors en fait on l'attend à se battre pour la victoire, mais là c'est un peu ce qu'il fait, et il est aux alentours du top 5 avec en plus quelques coups d'éclat avec une victoire en SX. S'il faisait la même chose en MX, ce serait décevant aussi de la part de Sexton parce qu'on veut le voir se battre pour des victoires. Et donc, il aurait le même retour que ce qu'il en a là, qu'il n'est pas à l'aise, qu'il n'y arrive pas et que la Kawa, c'est pas trop ça. Et à côté de ça, on aurait un Fèvre. Après, juste. Fèvre, lui, a l'air d'en être content. Par contre, après, c'est sûr que, enfin, on n'a jamais vu un pilote gagner un championnat, que ce soit du monde ou aux US, et dire ah, la moto, par contre, c'est trop chiant, je suis pas à l'aise dessus et tout, mais bon, je gagne, je suis trop fort. Roxen, Ah Roxen ouais? en 2014. Il gagne le titre outdoor sur la KTM et il se barre et KTM voulait le garder. Et c'est Steve Mathes qui avait rapporté une fois, il disait mais pourquoi tu restes pas et tout, tu vois, je déteste cette moto. Mais il gagne sur la 450 KTM en 2014, ouais, Roxen. Ouais. Mais après il le faisait pas publiquement, tu vois, il disait ça quand l'enregistrement n'avait pas encore été lancé et qu'il discutait avec les journalistes. Hmm. Bon, sinon, Malcolm Stewart qui fait 6ème, Plessinger 7, Savachi 8, Dylan Ferrandis 9ème, juste devant Roxane du coup. Bon, j'ai rien à noter de plus pour la catégorie 450. Si, j'ai noté quand même Prado qui s'est fait un petit peu mal à l'épaule. A priori, rien de grave. Yann Harrison a dit qu'il va double-check ça cette semaine, mais qu'il est confiant sur le fait que Prado devrait être derrière la grille le week-end prochain à Arlington. Et par contre, Craig qui, pas de bol, parce qu'en plus, cette fois, il y est vraiment pour rien. Il se prend la moto d'Anderson au départ de la hit, presque en pleine tête, et puis il vole dans le premier virage, un boulet de canon humain, quoi. Et il se tenait le poignet, et je sais pas, j'ai pas vu, j'ai regardé hier, je crois, sur Instagram, j'ai rien trouvé. Je sais pas ce qu'il a, mais ouais, il a pas pris part il a même pas essayé de rouler pour le LCQ. Donc je pense que Craig s'est fait un petit peu mal là, par contre. Ouais. Prado, apparemment, il a quand même été un peu touché au ligament de l'épaule, mais Ouais. ce serait rien de grave. C'est ton pote Steve Matthes Ah, qui a rapporté ça. ok. Il a dit que je j'ai pas la traduction en français de ce qu'il aurait exactement, et même en anglais, je vois pas ce que c'est, donc je vais Ok. pas me lancer dedans, mais qu'il est touché apparemment au ligament de l'épaule, mais que ce serait rien de très grave. Et donc, peut-être qu'il manquerait quand même une ou deux épreuves pour quand même bien, mais bon, pas d'opération, pas de ligaments déchirés, arrachés ou je ne sais quoi. Donc j'espère justement que c'est plus de peur que de mal, en tout cas pour Prado. Mais ouais, il en a pris une bonne là quand même. Aux essais, il a pris un bon par l'avant. Ouais. Donc elle a dû sonner celle-là. Et dommage, ouais, effectivement, il était quand même en tête. Il a encore sorti un gros chrono. Franchement, c'est beau. Autre chose pour les 450? Ce sera tout. Allez, on va passer aux 250. Bon, il y a pas beaucoup de pilotes dont on va parler, même s'il y a quand même beaucoup de choses à dire sur un duel en particulier, on le sait tous. Avant d'arriver au duel Kitchen-Digan, j'ai quand même envie de parler de Di Francesco. Parce que c'est. Et en plus, mais ça me fume à chaque fois. J'entends à un moment donné Carmichael qui dit encore une fois je suis super content de ce que je vois de Di Francesco, nanani, nanana. Putain, mais le mec en hit, déjà quand il se fait doubler par Kitchen, mais c'est limite s'il lui fait pas un geste dans le virage, quoi. Alors qu'il a une demi-seconde d'avance encore, il entend le public, du coup il s'écarte pour laisser passer Kitchen, et il fait pareil avec McAdoo en finale, et sauf que McAdoo le double même pas, parce qu'en fait McAdoo il était pas là pour le doubler, tu vois, il était pas assez proche ou quoi, et tu le vois, c'est après justement le trip sur table off, où je pense qu'aucun des deux ne fait triple sur table, ils font double et puis triple derrière, quoi. Et tu le vois à nouveau s'écarter, monter tout en haut du virage et se réécarter encore à la réaccélération, alors que McAdoo il est pas là et du coup il garde sa position. Je trouve ça grave quand même. Je sais pas qui l'a traumatisé comme ça à venir l'exploser dans un virage, mais pour ouvrir la porte en grand, enfin tu sais que tu sois un petit peu chaud parce que tu entends quelqu'un derrière toi dans un enchaînement et que tu veux pas te faire sauter dessus, je comprends. Mais quand tu arrives dans l'extérieur du virage, c'est bon, essaye de resserrer un petit peu, jette un coup d'œil, tu verras qu'il y a personne, enfin fais quelque chose quoi.
Ouais, c'est vrai qu'il défend pas vraiment ses places. Il me fait penser un peu à un Roxen en plus impressionnant bah, je viendrai te doubler si je suis plus rapide que toi, mais si je suis pas plus rapide, et que ça doit pas être ma place, ok, ça ne l'est pas, tu vois, genre trop mais trop à l'extrême justement, dans le sens où bah des fois le gars n'est pas encore là, qu'il laisse déjà la place. C'est un peu, bah si t'es remonté sur moi, c'est que t'es plus rapide, que tu dois finir devant moi, donc on dirait qu'il est là pour faire du social, le garçon, quoi. C'est étrange, mais oui, et puis c'est vrai que t'entends les mecs qui commentent à chaque fois, qui en font des éloges, même Cianciarulo pendant les essais, ça parle de sa carrière amateur avec un très bon pilote, etc. Donc écoute, ouais. Ouais, je veux rebondir effectivement sur ce que dit Cianciarulo, parce que pendant Race Day Live, il a dit quand Hayden Deegan part de la catégorie 250, Di Francesco fait partie des pilotes qui vont prendre le contrôle de la catégorie 250. Genre, c'est le prochain en liste. Et je dis, mais attends, parce que Deegan il part, mais Shimoda il reste, Baumer il revient, Kitchen il est pas encore parti, et toi, tu dis Di Francesco, c'est le prochain. Davis, c'est pas qu'il y en a un ou deux, tu vois. On en a déjà cité 4 en une demi-seconde de mecs qui vont être devant Di Francesco l'année prochaine en SX US 250. Donc, enfin, ouais, non, je sais. Ok, il était peut-être excellent en amateur, Di Francesco. Je dis pas le contraire. Moi, toi et moi, on suit pas la scène amateur américaine. Hein, c'est compliqué en même temps depuis la France. Puis bon, on a déjà assez de courses avec les professionnels. Donc peut-être qu'il était excellent en amateur, mais non, là, arrêtez. C'est faux, quoi. C'est vous mentez, arrêtez. Ça m'agace en plus quand ils sont tout le temps en train de dire que tout le monde peut gagner. Mais ils font beaucoup ça à la télé, sur SD Live et tout. C'est genre, ah, encore. Tu sais, ils vont te citer 7 personnes aux essais qui font des chronos. Bah, il est quand même 7ème au chrono, donc c'est déjà pas ouf. Et ils disent, ah, encore un pilote qui pourrait gagner ce soir. Non, arrête. Le mec, c'est limite, il lui manque une roue. Il est 7ème au chrono et tu vois qu'il galère et tu vas dire qu'il va gagner ce soir alors il prend 2 secondes. Faut arrêter, tu vois. Ils sont tout le temps trop positifs, quoi. Alors, je comprends qu'ils veulent pas manquer de respect à personne, mais enfin, aller jusqu'à dire, Di Francesco, il demande pas de le poncer en disant, oh ouais, c'est le prochain numéro 1 en 250, alors que c'est pas vrai, quoi. Ça sert à rien. Ouais, je sais pas pourquoi cet acharnement positif sur. Puis du coup, moi, je m'acharne négativement, tu vois. Maintenant, je me sens mal parce que je me dis, putain, Di Francesco, tous les week-ends, je m'en prends à lui, alors que bon, il a une moustache moche, mais ça s'arrête là, quoi. Il a rien demandé. Non, c'est clair. Ouais, je sais pas. Mais écoute, il fait quand même 4ème au pied du podium ce week-end, donc c'est pas dégueulasse. Ouais, bon, non, de toute façon, pas grand-chose à dire pour les mecs qui sont derrière. Je pense qu'il y a surtout un duel qui était tant attendu et qu'on a enfin eu. Mais je reste un peu sur une petite touche amère. Moi, j'aurais pas aimé que ça se termine comme ça, mais bon, en tout cas, ça faisait plaisir de voir une catégorie de 250 animée pour la gagne, et puis j'ai apprécié la personne de Deegan, on va dire, sur ce duel, qui lui-même, voilà, a dit qu'il voulait lui faire encore un geste à la fin, là. Je sais pas, il était parti peut-être pour faire le marteau, comme s'il avait enfoncé le clou, j'en sais rien. Ah et ouais, au final, je croyais que c'était genre la canne à pêche. Ouais, je sais pas exactement. Je me suis dit, il est en train de draguer Deegan, en train de draguer Kitchen, tu sais, il le ramène ou quoi, j'en sais rien. Non, j'ai vu comment, mais en fait, il est pas allé au bout de son truc. Du coup, il disait il a dit en conférence de presse qu'il était parti justement pour lui faire encore un geste, tout ça, et qu'au final, il disait non. Il a vu Kitchen venir et qu'il s'est dit non, cette fois-ci, je vais être un bon gars, et en vrai, c'était cool et tout. Donc, on s'est serré la main, machin. Hein, et il l'a dit en conférence de presse. Donc c'est vrai que j'ai un peu apprécié, parce que quand j'ai vu, je fais oh, arrête et tout, tu vois, parce que déjà, il franchit la ligne d'arrivée, il se retourne en lui faisant comme ça, tu vois, genre en le montrant un peu du doigt. Et puis quand il s'arrête, il commence à faire un truc. Finalement, ouais, il lui prend la main, la petite tape dans le dos et tout. Donc j'ai un peu mieux apprécié, et je pense qu'on l'apprécie encore plus au vu des dernières épreuves où c'était voilà, du harcèlement de Deegan sur Kitchen. Ça relevait du harcèlement. On aurait pu porter plainte contre lui. Que là, je pense qu'on l'apprécie du coup encore plus, le fair play, on va dire. Même si, bon, encore, je sais pas si tu vois un peu sur les réseaux, le peu de fois là où j'ouvre TikTok ces derniers temps, je tombe sur Deegan justement, qui met vraiment les clips où il harcèle Kitchen, quoi. C'est de la folie. Il te met 10 secondes de vidéo où il est en train de faire des baumes, et encore sur son post Insta, je crois, il met quand même encore un petit truc, désolé mec, j'étais obligé de faire ça pour ta ville, tu vois, hometown, et il lui met
un truc comme ça. Donc bon, bref, il est quand même toujours sur ce plan-là. Mais c'est vrai que c'était appréciable de voir un petit peu de fair play à la fin de cette finale qui a été intense. Moi, j'ai trouvé que Digan, il voulait encore faire ses jeux avec ses gestes où on sait même pas ce qu'il voulait faire et qu'il a été pris de court. En fait, il s'est dit oh merde, il me tend la main et tu sais, c'est un peu le réflexe genre ah bah je te serre la main, mais j'avais pas envie, tu vois. Un peu comme quand tu penses quelqu'un que t'aimes pas, il te dit bonjour et du coup tu lui dis bonjour et t'es en mode putain, je voulais pas lui dire bonjour. Ouais, mais pas tant que ça, parce que je trouve que non seulement il lui serre la main, effectivement, je pense que il a vu Kitchen venir vers lui, et donc cette fois-ci, il s'est arrêté. Il a pas vu un Kitchen passer, tu vois, et ne pas le calculer, donc je pense que c'est ce qui l'a arrêté. Mais dans un autre sens, quand il a serré la main, après, il a encore tiré vers lui vraiment pour lui dire un truc, parce qu'il lui a dit, tu vois, dans l'oreille, il lui a dit un truc en mettant la petite tape sur l'épaule aussi en plus. Tu m'as coûté 500 000, mais maintenant on est quitte. Et donc ouais, c'était sympa de voir un petit peu de fair play, et en tout cas ils se sont bien harcouillés tout au long de la finale, et ça faisait plaisir là de voir un Kitchen qui, pareil, il est pas parti devant cette fois-ci, il a fait quelques dépassements pour se retrouver deuxième et il est allé le chercher. Il y a eu du dépassement, donc franchement c'était top. Ouais. Moi, j'ai trouvé que Digan, il m'a donné l'impression qu'il voulait quand même ridiculiser un peu Kitchen et qu'il n'essayait pas juste de le battre, tu vois. Il y a eu des moments où il l'a un peu break-check alors que c'est bon, le dépassement il était fait, tu pouvais partir, et où il attendait encore un peu pour rebloquer ou des trucs comme ça. Donc j'avoue que moi de l'extérieur, je me suis dit putain, on n'est pas encore à Las Vegas de l'année dernière avec Shimoda, mais on n'est pas très loin quand même. Donc moi je pense que il aime ce jeu-là déjà, Digan, et que c'était surtout un moyen, enfin tu vois, quand sur le double-double, il se rate un peu sur le premier, et un moyen de s'assurer qu'il recoupe pas ou qu'il vienne pas découper, parce que dans un sens, je me dis que Digan, il doit se dire, il en est quand même capable, le fou là, parce qu'il est déjà venu me découper alors qu'il était même pas en lice pour le titre et tout, et il est venu me découper le garçon. Donc à un moment, il peut péter un plomb, hometown, tu vois, et le faire. Donc mine de rien, je dirais pas que Digan a peur de Kitchen, mais un petit peu quand même, tu voyais comment il se retournait, il a un peu peur. Je pense que dans sa tête, il se dit, il est capable de le faire, donc je vais pas longer mon virage comme s'il y avait personne et comme si j'étais intouchable et que personne viendra me faire quoi que ce soit parce que je suis Digan, parce qu'il y en a un qui peut le faire et qui s'en fout à un moment donné. Donc je pense qu'il agissait quand même de manière à vraiment le bloquer pour pas qu'il puisse le recouper. Mais ouais, puis moi j'aime bien ce petit jeu justement aussi de chat et la souris, j'apprécie, et je pense qu'il y a des fois c'est utile, tu vois. Je pense qu'après le double-double, quand il le fait, il fallait le faire parce que là, selon moi, Kitchen y allait, tu vois, il allait pour plonger dans l'intérieur ensuite et aller le bloquer. Et d'ailleurs, ça s'est un peu touché, ou en tout cas, c'était très proche. Donc, je pense qu'il fallait freiner à ce moment-là pour le garder dans l'extérieur. Donc, ouais, moi, j'ai bien apprécié. Après, je sais pas s'il voulait vraiment le ridiculiser, ou parce que tu vois, à la fin, il a quand même dit. Enfin, je pense que si lui, dans sa tête, son but c'était de le ridiculiser, et que dans un sens, il avait réussi, parce que c'est comme s'il l'avait un peu attendu, il a laissé passer, puis il a réussi à le redoubler et à gagner. À la fin, sur le podium, il aurait pu dire voilà, bah, écoute, j'ai voulu l'attendre un peu pour voir ce qu'il avait dans le ventre, et puis bah, ça s'est fini comme d'hab, tu vois. Enfin, il aurait pu être arrogant encore, que là, il a dit ouais, j'ai jamais été aussi content après une finale depuis un moment, tu vois, après une finale de Six US depuis un moment, parce que bah, là, il s'est un peu battu quand même pour l'avoir, cette finale. C'était pas si simple et de partir devant, et puis au final, il faisait sa manche et il gagnait. Mais c'est là où je pense qu'il a, à mon avis, enfin moi, comme je le ressens, c'est qu'il voulait ridiculiser. En fait, j'ai l'impression que j'ai revu la finale là juste avant qu'on commence à enregistrer, et en fait, j'ai l'impression que Digan déteste Kitchen à cause du move de Saint-Louis l'année dernière, et qu'il s'imagine en fait que Kitchen le déteste autant, alors qu'en fait Kitchen, il a fait un dépassement sale, une tentative de dépassement sale sur Digan l'année dernière à Saint-Louis, mais c'était pas juste t'es Digan, je te déteste, je vais te foutre dans les bottes de paille. C'est t'es Digan, je t'aime pas, mais je te déteste pas non plus, mais je t'aime pas. Et puis là, si je te double maintenant, on est au premier tour et que j'arrive à me barrer, je peux ramasser des points, c'est double points ce soir. Donc je tente, même si c'est un petit peu inespéré. Et ça s'est pas bien passé. C'était une tentative ratée, tu vois. C'était pas juste je te fous par terre et puis j'en ai rien à foutre de ce qui se passe pour moi, tu vois. Donc c'était pas non plus une attaque kamikaze, quoi, ce qu'a fait Kitchen sur Digan l'année dernière. Mais j'ai l'impression que Digan, il a un peu pris comme ça, où c'était genre purement personnel et c'est juste tu voulais me mettre par terre, t'essayais même pas de me doubler ou quoi. Et donc j'ai l'impression que Digan, il déteste Kitchen et il s'imagine que Kitchen le déteste autant, et qu'à la fin il a été surpris parce qu'il était comme ça. Et en fait, Kitchen, il vient, il est sympa. Il lui serre la main, ouais, bonne course, on s'est bien marré et tout. Et j'ai l'impression que Digan, ça a un petit peu détruit son plan. Ouais, je sais pas.
Je sais pas, moi je pense que voilà, Digan il s'est battu pour l'avoir celle-là et ça faisait un moment qu'il s'était pas battu. Au final, en plus, ça lui sourit, c'est lui qui finit devant. Ouais, de son retour, d'avoir dit, j'ai jamais été. Enfin, ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi content à la fin d'une finale. Voilà, ça témoigne que il l'a pas juste attendu, ou enfin, on pourrait l'interpréter comme ça. Hein, j'ai jamais été aussi content d'attendre et d'humilier mon adversaire. Mais à la fois, tu vois, là, il s'est arrêté dans son geste, il lui a serré la main, il lui a redit quelque chose encore en plus derrière, la petite tape dans le dos. Enfin voilà, tu voyais que il y avait du fair play et que je pense qu'il a apprécié aussi parce que, enfin ouais, Digan, c'est peut-être un peu comme moi, il aime bien ce jeu du coup de chat et de la souris, et donc quand ça se passe et qu'en plus à la fin c'est lui qui finit par gagner, bah il a kiffé, et je pense qu'il a quand même plus kiffé que quand il finit devant avec 20 secondes d'avance peut-être. Ouais. Après, Digan, moi je pense pas qu'il l'ait attendu du tout Kitchen. Hein. C'est que Kitchen était au-dessus genre pour les 2 tiers de la course à peu près. Et par contre, Kitchen, il en a manqué physiquement aussi, clairement. Enfin, à un moment donné, on le voit après l'arrivée, il prend le virage à gauche, puis là, il traverse la ligne de départ avant la petite épingle à droite et le double. Et là, il prend toute la ligne de départ, assis, le virage tout assis. Je me suis dit, oh là. Et il était encore en tête à ce moment-là. Et je me suis dit, oh là, Kitchen, là, ça va pas. Il voit rouge. Et ouais. Je trouve que tu vois que ça manque de jeu à la fin pour justement, dans ce jeu de chat et de la souris et ces dépassements et redépassements, il n'y a plus la vivacité pour essayer de contrer, pour essayer de repasser et tout. Et à la fin, ouais, Digan, il aurait pu continuer ça encore 5 minutes de plus, ça allait, je pense. Et alors que Kitchen, il y avait déjà peut-être 2-3 minutes de trop. Ouais, et puis on voyait dans certains virages aussi, il recoupait les ornières et tu le voyais un peu assis sur l'arrière et ne plus trop contrôler la roue avant qui est plus dans l'ornière, ou tu le voyais être moins propre aussi dans son pilotage à la fin. Mais en tout cas, ouais, ça m'a bien régalé cette finale. Ouais, c'est sûr que pour le coup, c'était très 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 divertissant. Bon, puis sinon, Max Ensti qui est de retour sur le podium, il me fait rire dans ses interviews parce qu'il se met toujours vachement face à la personne qui l'interviewe, mais du coup il est très de côté par rapport à la caméra, donc je trouve qu'il a une posture bizarre quand il parle au micro. Tu sais, il est toujours un peu recroquevillé comme ça, là. C'est comme si je vous parlais un peu comme ça, là, Maxime Sti, et il parle longtemps. Ouais, et puis je sais pas si tu dis si c'est qu'il bégaye ou si c'est son accent anglais british, tu vois, qui ressort, mais je trouve qu'il est vraiment particulier quoi sur le podium quand il s'exprime. Ouais. Bon, en tout cas, ça faisait plaisir de le voir reprendre un bon départ et rouler un peu plus devant. Bon, il a quand même pris 31 secondes par rapport au duo de tête. Kitchen, il met quand même une demi-seconde à Digan sur le meilleur tour. Et sinon, moi ça va. Hein. on a bien tabassé sur Di Francesco. On a parlé de Hayden Digan et Levi Kitchen. J'ai pas grand chose à dire de plus. Il y a Hunter Yoder. J'ai regardé un petit peu la conférence de presse d'avant-course où il raconte qu'il a eu une bonne carrière amateur et qu'après il était signé chez Geico Honda et qu'on lui avait donné le contrat à signer, où il avait signé le contrat, sauf que 2 semaines après le team a fermé et on lui a dit il va falloir que tu trouves autre chose, et du coup il avait arrêté la moto, puis ensuite il a recommencé d'abord en se débrouillant tout seul, puis ensuite il a rejoint Pardzilla Kawasaki je crois, puis maintenant en Club MX, et donc depuis qu'on a vu ça, Steph elle est fan de Yoder. Elle a dit allez Hunter, moi je suis pour Yoder, ça y est. Elle a entendu l'interview, elle a dit je suis pour Hunter Yoder. Donc de toute façon, elle est un peu pour toute personne qui n'est pas Digan, mais et ouais, et puis elle est un peu dans le social aussi quoi, c'est donner sa chance aux plus pauvres. Non mais Hunter Yoder là, c'est lui aussi qui a mis par terre en hit là, ils se sont mis par terre avec Mosiman, non? C'était Yoder ou un autre? Ouais, c'était Yoder. C'était Yoder. Ouais, parce que c'est pareil, en qualif déjà là, on a eu un petit peu de dépassement, un petit peu de choses là. C'était pas mal, mais ouais, il avait recoupé les lignes et puis il est parti se mettre par terre avec. Ouais, énervé le petit Yoder là, mais. Non mais alors on peut en parler un petit peu. Moi j'ai trouvé qu'il a été trop gentil en fait. Tu sais, c'est un peu le même principe que Reed sur Stewart à Atlanta 2011. Quand Reed il est sur la Honda et Stewart sur la Yam. Pour moi c'est la même chose, et même tu vois déjà là j'entendais DV avec Reed et Tim Ferry dans le Pulp Show de je sais plus quel numéro disait que Reed avait été trop gentil et qu'en fait il aurait, au lieu d'aller se mettre devant Stewart à la sortie du virage, il aurait dû aller directement le bousculer au milieu du virage, comme ça Stewart il serait tombé mais lui non. Et Hunter Yoder c'est encore plus gentil, il est vraiment allé chercher à l'extérieur du virage, il s'est mis là en mode je te bloque,
Et Mosiman, il a rien vu, il lui a foncé dedans, quoi. Oui, non, en soi, moi je mets pas. C'est juste, encore une fois, c'est un truc, ouais. Enfin, je vois pas comment il aurait pu être plus méchant, plus incisif, tu vois, à ce moment-là. Reed, pour revenir sur Reed Stewart 2011, je trouve qu'il était un peu loin quand même. C'était difficile d'aller chercher au milieu du virage. Donc je pense que c'est pour ça que Ouais. Reed il allait chercher à la fin. C'est que bah, il a pris un chemin très court et forcément en allant à la fin, bah, ça faisait un plus long tour pour Stewart et donc ça lui laissait plus de temps d'aller se positionner devant derrière. Mais il aurait pu viser un contact plus roue avant contre roue avant, Reed. Tu Oui. vois, aller avec sa roue avant chercher celle de Stewart plutôt que vraiment se mettre devant lui et genre, je te bloque, maintenant arrête-toi. Ouais, ouais, non, c'est clair. Et Mosiman, c'est pareil. Il regardait pas assez loin quand il a se tourné et il a dû se faire surprendre de voir une autre Yam, mais pas bleue ou noire devant lui. Et, euh, et ouais, où je pense que Yoder, justement, il s'est peut-être un peu arrêté par crainte de attention, je suis là, tu vois, et qu'en fait, il aurait dû continuer. Et alors, ça aurait peut-être fait freiner un peu Mosiman et il aurait pu le recouper, tu vois, s'il avait poursuivi en accélérant. Mais à la fin, ils se seraient peut-être retrouvés tous les deux côte à côte et dans le sable, il aurait quand même eu une meilleure position. Mais je pense que ouais, il aurait peut-être juste pas dû s'arrêter, continuer et peut-être que dans ce cas-là, même il aurait touché sa roue arrière et lui, ça l'aurait pas impacté. Je sais pas, mais je pense qu'il s'est un peu trop arrêté au milieu et comme ça et boum, il se fait percuter du coup par terre. Ouais, faire un dépassement plus à la Jet, où c'est vrai que Jet, tu le vois souvent, il vient se placer, mais il se rebarre direct, tu vois. Ouais, Le ouais, il but, t'attend c'est de pas, te je doubler suis et pas de là pour toi, tracer, je suis là quoi. pour passer. C'est pas je te bloque, regarde, je te bloque. Non, 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 je te double et j'ai d'autres choses à faire derrière. Soit je te mets Ouais. 3 secondes, soit je vais chercher quelqu'un d'autre parce qu'il y a quelqu'un d'autre devant, quoi. Hmm. Bon, sinon, ben, semaine prochaine, catégorie 250 côte Est. Normalement, on a le retour de Cole Davis. Peut-être, du coup, Joe Shimoda. Qui est-ce que j'avoue que j'ai pas trop regardé qui est-ce qui nous manque du coup là en 250. On attend qui d'autre là sur la catégorie Pierce 250 Brown. côte Est. Pierce Brown, ouais. Chez Kawa, du coup, c'est Adams. Adam, c'est Amaker aussi. Amaker. Voilà. Et ouais, Amaker. Donc ça va peut-être être plus homogène en tout cas que la côte Ouest. Cette côte Est. Puis donc Shimoda, si tu étais Shimoda, est-ce que tu envisagerais avec juste 2 semaines de moto d'aller chercher un titre 250 Est? Parce que bon, on sait que Shimoda, il y a quand même eu beaucoup de progrès l'année dernière. Il était constamment devant. Et je pense que là, il est à un stade où il peut être prétendant au titre réellement. Mais cependant, enfin, je me dis que juste 2 semaines de préparation. Alors évidemment, il a dû faire du physique, du vélo et des trucs comme ça parce qu'il était touché au cervical. Ça t'empêche pas de faire du vélo d'appart, par exemple, tout simplement. Donc tu peux faire du cardio et un peu de renfo, j'imagine. Mais c'est quand même pas la même chose que faire la moto. Est-ce que au niveau de tes réglages, tu es à l'aise, tu n'as rien besoin de changer et tu es prêt à aller faire la compétition ou pas? Ouais, est-ce que toi tu envisagerais ou est-ce que tu dirais non, même si je me sens bien, 2 semaines de moto, c'est pas assez pour aller faire la course et c'est trop risqué? Ah bah non, si tu te sens bien, vas-y. Mais vas-y avec de la réserve, tu vois, te mets pas de pression, on va pas pour gagner la première. Et c'est juste de marquer des points. Et même, voilà, c'est pas un très long championnat pour les 250, tu vois. Mais essaye de marquer des points quand même si tu rentres dans les 5 déjà à la première. C'est bien. Donc va pas te faire mal. Tu vas être limite sans doute physiquement. Tu vas craquer peut-être un petit peu sur la fin de la manche, tu vois. Mais si tu te sens d'y aller et que tu seras pas en catastrophe, et voilà, c'est des pilotes professionnels qui font ça à longueur de journée. Donc, en soi, même sans trop de roulage, on l'a vu avec Jet Lawrence aussi, enfin, l'ensemble des pilotes professionnels, quand il manque un long moment et que ça fait pas longtemps qu'ils sont revenus sur la moto, c'est un peu comme le vélo, ça se perd pas pour eux, tu vois. Ils savent quand même encore rouler sur un terrain de supercross. Et je pense que voilà, l'idée, c'est pas tu roules pas à 100%, tu roules à 85, à 90, tu essayes de sauver des points sur la première. Et au fur et à mesure que tu vas t'entraîner, bah là, ça fera pas 2 semaines, mais 3 semaines, 4 semaines, un mois, etc. Et pour ensuite aller essayer d'en gagner. Mais voilà, essayer de marquer des points sur la première si tu te sens à l'aise sans se mettre de pression pour pas aller se mettre par terre et risquer une plus grosse blessure. Mais si il est à 100% prêt enfin, physiquement, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a plus de blessure, de risque, en tout cas, qu'il est plus fragile physiquement, vas-y. Ouais. Ouais, mais c'est ça, tu vois. Donc probablement que c'est cervical, tout est bien consolidé et qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais c'est évident qu'il ne sera pas 100% prêt. Non, là, il va manquer de roulage, d'entraînement, mais je pense que c'est plus physiquement que ça pêche dans ces cas-là, tu vois, même si tu as fait du physique, c'est que tu vas rouler tout de suite un peu plus crispé sur ta Mais moto, et donc à la fin, ça va être... est-ce que c'est pas une prise de risque qui n'en vaut pas vraiment la fin? Évidemment,
d'un côté, tu dis il y a un championnat à gagner, et ça, c'est ce qu'ils veulent tous. Mais en même temps, quand tu dois aller faire une finale de 15 minutes, si tu n'as que 10 minutes en toi sur une course, sur un terrain de supercross qui va être défoncé beaucoup plus qu'à l'entraînement, avec 21 autres mecs, dont certains qui sont pas à ton niveau et qui font des trucs, t'as même pas idée, tu comprends pas comment ils font pour faire le tour. Est-ce que c'est pas quand même un trop gros risque quand tu es pas vraiment à 100% d'aller faire ça? Non, il faut juste savoir le faire. Faut savoir rouler à fond 10 minutes et après quand ça devient dur que t'as mal, bah ouais, tu feras plus le trip sur table, tu feras que double. Et même un truc plus simple, enfin les whoops, bah tu les sauteras, même peut-être tu les sauteras 2-2-2, tu vois. Juste tu finis la manche, pas pour te mettre par terre. Et puis bah c'est là que tu vois. Et si tu vois que bah de 5e, tu dégragoles à 15 parce que sur les 5 dernières minutes, tu peux vraiment plus, t'as plus rien. Et ben là, peut-être que oui, la semaine suivante, si tu as fait 15e à la première, tu te dis, bon écoute, je vais rester sur le côté, me préparer, ça sert à rien de risquer, de me déplacer, etc. J'ai mieux à faire parce que je perds des jours d'entraînement quand je dois aller à l'autre bout du pays. Bah, dans ces cas-là, tu restes, mais tu vois, sur la première, si tu te sens bien physiquement, que les sensations sont quand même bonnes sur la moto, voilà, tu sais que la course, ça va pas être la même chose. T'essayes et en fonction du résultat ou de comment tu t'es senti, mais voilà, faut être capable de se dire bah, et ça c'est pas évident, mais être capable de se dire bah je me donne tout. Et moi ces derniers temps j'y arrive puisque vu que je roule une fois tous les 36 du mois, et ben je m'inscris quand même à la course, j'y vais, je donne tout 2 tours, puis après j'en peux plus, je respire. Malcolm Stewart il faisait ça pendant un moment, il prenait un tour de récup et puis après il y retournait. Et ben tu fais la même chose, et si ça peut te permettre de sauver un top 8, un top 8, un top 5 ou quelque chose, et ben dans ces cas-là, c'est bénéf parce que là, ce sera un top 8 sur la première, un top 5 sur la deuxième, peut-être un podium sur la troisième, et peut-être derrière des victoires avec des contre-perfs des autres. Enfin, on l'a vu avec un championnat, celui que via le dernier qui gagne, et tous les favoris sont par terre au début du championnat, ils ont tous utilisé un joker. Donc ma foi, si tu fais 8e et que c'est ton joker à la première parce que t'as plus de jus, bah c'est bien et tu peux quand même jouer le titre à la fin de la saison. Ouais. Ouais, bon, attention, hein, parce que Shimoda, s'il roule et qu'il se refait mal cette année, il va m'entendre. Parce que là, moi, je vais pas être content. Bon, les voisins, a priori, veulent faire des travaux. De toute façon, on avait un petit peu... Bah, du coup, si, allez, quand même, avant de se quitter, ton favori pour la côte Est, ce serait qui? Est-ce que c'est Davis? Est-ce que c'est Hamaker? Est-ce que c'est Shimoda? En partant du principe que peut-être que Shimoda roulera, est-ce que c'est Shimoda? Ouais, moi, je mets Davis en premier, je crois, Hamaker en 2. Ok. Et sinon aussi, chez Husqvarna, c'est Daxton Benek, je crois, qui va rouler. Il est passé chez Husky. Bon, j'en attends pas grand-chose pour moi, Daxton Benek. Je le mets au niveau d'un Di Francesco, pas dans le sens où il se bat pas et tout. Je suis pas en train de le critiquer, mais je pense que c'est à peu près son niveau où je vais essayer de finir vite. Je pense que c'est à peu près son niveau où il est dans le top 5, quoi, mais ça va être difficile de gagner des courses. Ouais. Non, je suis assez d'accord. Je n'en attends pas énormément, mais je suis curieux de voir Pierce Brand. Est-ce que il va revenir au niveau auquel il était au début de l'année dernière, ou est-ce que ça va être difficile et il va plus être dans une posture de Cameron McAdoo à se reconstruire, recommencer tranquillement, tu vois, et au final changer de mindset en se disant je suis heureux d'être sur un podium si jamais il est sur un podium, ou de finir la course en bonne santé, tu vois. Je trouve que McAdoo depuis plusieurs années maintenant, il est vachement sur un discours positif, et tu vois pas la dalle de gagner, mais vraiment la reconnaissance de la chance qu'il a de pouvoir s'aligner derrière une grille de départ, parfois faire des bonnes performances comme un podium. Donc je suis curieux de voir Pierce Brand, mais ouais, j'en attends pas mal de Davis à Maker. Mais bon, j'ai hâte que ça commence. Effectivement, j'espère qu'il y aura un peu plus de bataille sur cette côte-là. Oh, bah, écoute, moi, je vais embrasser le paradoxe humain et je vais dire que mon favori, c'est quand même Shimoda. Tout ça pour ça, l'autre il me casse la tête sur ouais, Shimoda, c'est pas dangereux de partir, t'es sûr mais c'est le favori, ouais. Ok, gros. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Et tout ça pour dire que McAdoo, ouais, bah, il est obligé d'avoir un discours quand même positif et tout, parce qu'encore une fois, il est chanceux d'être en vie encore ce week-end. Parce que tu as vu, quand il sort un peu de la piste, il revient, il regarde pas. C'est pour ça qu'il se blesse tous les ans, lui aussi. Ça roule et ça réfléchit pas. Ça utilise pas une seule fois sa tête. T'es à côté de la piste, il y a des mecs partout autour, tu jettes même pas un coup d'œil, tu reviens, puis tu vas au milieu. Non, mais Il est sorti de la piste quand? Je me souviens plus là. À la sortie du sable, tu sais, là, en arrivant sur le saut où ils essayaient tous de sauter par-dessus le truc. D'ailleurs, c'était très casse-gueule. Je suis il est tombé dessus d'ailleurs en qualif. Oui, d'ailleurs. Et ben là, je crois qu'il prenait tout à gauche. Et là, il se retrouve sur la gauche. Et toute la partie où ça saute par-dessus le premier virage, ou bien où ça enroule le long du premier virage, il était hors de la piste et il revient au niveau de la première bosse, alors que Di Francesco arrive, mais sans rien regarder, quoi.
Alors qu'en plus, tu sais, il était pas à vitesse de course sur le bord de la piste. Donc c'est pas genre, bah, de toute façon, j'allais aussi vite, on m'a pas rattrapé. Tu vois. Non, il a perdu du temps de fou. Donc Ouais. bon, il a pas tellement d'instinct de survie en fait. Ouais. Bon, on va s'arrêter là. Qui est-ce qui Allez. gagne à Arlington en 450? Tomac, une quatrième victoire cette année? Une 57e victoire de carrière? Non, vas-y, je mets Webb. Je vois Ah. sur une bonne lancée, je mets Webb. Moi, je dis Tomac, il rempile. Mais je pense toujours à Sexton. Si jamais c'est Sexton qui gagne, je vais dire purée, j'allais le dire. Donc, ouais. Ouais, ce serait hyper surprenant quand même. Que Sexton... Bah, moi je veux bien parier un grec que Sexton il va perdre l'avant à un moment donné dans le week-end. non, je parie plus ça. Là, non. Bon, bah écoute, on trouvera un autre pari à faire pour celle d'après. C'est quoi? Est-ce que c'est déjà Daytona après? Ouais, j'en sais rien. On regardera. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous dire qu'est-ce que vous voyez pour la gagne à Arlington. Et puis, il y a We Out Here qui nous laisse souvent des commentaires et qui sera à Arlington, donc kiffe bien. Et puis, tu nous diras comment c'était. Et à tous les autres, à la semaine prochaine.